timeouts, the Heat in the penalty, so they can't foul. Wade is guarding Bryant. Artest looking, gets it to Bryant. Bryant dribbling, has to put it up with the buzzer. Banks it in! Oh! He banks! Here we got a dribble drive, change of direction by Bryant. And done. Woo! I think that's what the fans came to see. And you talk about elevation. Chick, he went up. Payton. Bryant out top against Patterson. Kobe cannot get Patterson in the air. A wild three. Hit it. George to Kobe Bryant. Bryant inside. It's good. It's good. Tie game. Great deflection by Parker. Parker knocked that ball loose, and this is a miraculous shot. A one-point game. Walton can tip it. Bryant with the save. Oh, you got to get a shot here. Final seconds. Bryant for the win. Bang! QB still looking at it. They haven't made the official announcement yet. Oh, no question. Oh, I don't know what to do. Le 26 janvier dernier, le basketball a perdu une légende. À 41 ans, Kobe Bryant est décédé dans un tragique accident en Californie, faisant également 8 autres victimes, dont sa fille. Cette terrible nouvelle nous a touchés en plein cœur. 5 fois champion NBA, 2 fois champion olympique, 18 fois All-Star, Kobe a fait rêver plusieurs générations. Tu as été un modèle pour des milliers de basketteurs, dont nous faisons partie évidemment. On retiendra de toi un sportif exceptionnel, un homme de charisme adoré de tous. Merci Kobe et repose en paix. Bonsoir à tous. Bonsoir Olivier. Salut Loïc. On va essayer d'enchaîner derrière l'hommage rendu à Kobe, jamais évident. On souhaite le bonjour à tous les internautes. On souhaite aussi le bonjour à nos invités qu'on va vous présenter un peu plus dans le détail dans quelques minutes. Vous savez maintenant, Monday Time, c'est chaque lundi. Voilà, on vous donne déjà rendez-vous lundi prochain pour la doublette estampillée Ligue 1 avec Julien et Rachid qui ont fait exploser les compteurs sur Big Pomme TV il y a un mois. Voilà, on félicite Karim et Yvan pour le voyage extraordinaire qu'ils nous ont proposé avec la semaine dernière leur émission de rugby. Et d'ailleurs, vous retrouverez le duo star de Big Pomme TV puisque Karim et Yvan est et sont le duo star de Big Pomme TV du Monday Time le lundi de mars. Voilà, pour nous, quant à nous, l'émission du mois de mars sera comme ce mois-ci, le deuxième lundi du mois, donc à savoir le lundi 9 mars. Voilà. On vous remercie également parce que vous avez été très nombreux à nous suivre la dernière émission. Alors avec Loïc, on pense que c'est les amis arbitres d'Amel qui sont en grand nombre se sont manifestés. Voilà, on espère que vous prenez autant de plaisir de nous à regarder cette émission. Et je laisse Loïc enchaîner qui va nous présenter un peu plus dans le détail nos invités de la soirée, à savoir Tout à fait. Johanna Pontier, je ne me suis pas trompé, hein, Johanna. Voilà, Camille Aubert, Anthony Christophe et Dounian Jimangai. Quel plateau ce soir. Qui plus est que des personnes, à part Dounian, que j'ai côtoyé dans le basket. Donc c'est un honneur de vous avoir parmi nous ce soir. Je vais commencer par Johanna, joueuse en National 3 à Nîmes, ancienne joueuse de NF1. Camille Aubert, joueuse au Cavigal en NF1, entraîneur des U18 féminine élite, ancienne joueuse pro, notamment à Nice, si je ne me trompe pas, Villeneuve d'Ascq et Basketland, que j'ai rencontré à l'INSEP il y a 15 ans de ça, ça nous donne des années. Anto Christophe, qui est chargé de développement auprès de la FFVB pour le 3-3, également joueur de National 3 actuellement à Monaco. Et ancien joueur de Pro A, Ayer Toulon, Dijon, Roanne, Saint-Chamond, j'en passe. Et Dounian, ancien joueur et coach actuel de Martigues en prénat garçon. Voilà. Voilà pour nos invités. Olivier, est-ce que je peux te laisser te présenter les thèmes? À me présenter, non. Non, les thèmes déjà. On a rien Tout le monde te connaît, toi, c'est bon. Donc, dans un premier temps, vous connaissez le concept de l'émission. On va interagir avec nos invités qui vont nous parler un peu de leur division, des résultats de leur équipe,
Ce soir, on a un peu, et on n'a pas fait exprès, on a un peu des invités où les clubs sont un peu en difficulté. Johanna, tu ne nous en voudras pas. Camille, c'est aussi pas top, hein, mais bon, voilà, il reste encore des matchs. Et bien sûr, le côté masculin qui performe, puisque Anthony et Dougnan sont actuellement en premier de leur championnat. Donc on va échanger avec eux là-dessus. On va aussi profiter de la présence d'Anthony, qui est chargé de mission à la fédération sur le 3-3, pour faire un thème sur le 3 contre 3. Je sais que Johanna a participé aussi à des Open et Camille et Dougnan pourront aussi nous parler du 3 contre 3 un peu plus dans les détails. Et si on a un peu de temps, on fera aussi un sujet qui nous tient à cœur sur la reconversion. La reconversion des joueurs qui ont côtoyé le haut niveau. Je pense à Anthony, je pense à Camille, Johanna, Dougnan aussi qui est en contact avec beaucoup de joueurs, notamment son frère Magloire à qui on fait une bise, avec qui on a eu un peu à s'expliquer sur les terrains. Bon, il était beaucoup plus costaud que moi, je vous rassure, donc j'étais souvent très respectueux de lui. On pourra donner nos expériences aussi en tant qu'ancien joueur. On pourra aussi, bien sûr, ça te permettra de faire un peu d'autopromo pour Bricks for Kids, hein, bien évidemment. Et donc voilà. Donc on va enchaîner tout de suite avant que Loïc s'entretienne avec Johanna. On voulait revenir quand même rapidement un peu sur les deux divisions, Ouais. sur les divisions dont on vous parle depuis le début de l'émission, à savoir la Nationale 1, avec, bon, on est un peu mal placé puisqu'on est un peu estampillé USAP, mais je pense qu'il faut quand même souligner le parcours remarquable que les garçons font, Ouais. puisqu'on était donné par les bookmakers ou par les pronostics à la dernière place de la poule B en Nationale 1, et qu'actuellement, ce soir, puisqu'on a enchaîné 4 victoires d'affilée, on est 5e au classement et on passe de se qualifier pour la phase haute. Ouais, exact. Donc vraiment félicitations à l'ensemble du staff et des joueurs. Un groupe qui nous fait vraiment vibrer par ses qualités humaines, qui va au-delà de ses résultats. On ferme la parenthèse hein, parce qu'on ne va pas trop parler quand même de l'USAP. Mon détail, c'est une émission qui parle du basket en général. On revient aussi rapidement sur la poule de Nationale 2, la poule A, puisqu'on a reçu pas mal d'invités qui ont fait partie de cette poule. Ouais. Voilà. Que ce soit Cyril, que ce soit Steed, que ce soit Olivier Ruse avec le SMUC, Ouais. que ce soit Alexandre Casimir ici Avec Sapella. avec le Sapella. Donc petit événement puisque c'était Golf Juan qui caracolait en tête et qui a perdu ce week-end dans le derby contre le Canet. Le Canet, ouais. Le Canet, voilà, on fait Grosse surprise. Ouais, on fait un petit coucou à Mathias Nicolin qui a rejoint le club et qui est un garçon vraiment agréable qu'on a côtoyé l'an dernier. Donc Golf marque un peu le pas et donc ça fait le jeu de Beaujolais. Peut-être des blessés à golf. Anto, peut-être. Il n'y a pas des Il y blessés à avait golf. Léo Maginot blessé, Jonathan Tornato revenait de blessure, et il y a aussi Carlo Vulin. Carlo, il est blessé de longue date avec son genou croisé. Ouais. En effet, Ouais, donc la fin de saison risque d'être peut-être un peu compliquée en fonction des blessures. ouais, Donc, c'est évident, c'est évident. Ah voilà, j'avais pas ces informations, je comprends un peu mieux. Voilà, en tout cas, ça a resserré vraiment parce que cette poule Nationale 2, que ce soit aussi bien pour la montée, enfin sur les deux Que pour axes la accessifs descente. au play-off que pour la descente, C'est clair. c'est une division qui est très compacte. D'ailleurs, nos amis Sorguet, nos amis du SMUC sont aussi un peu, et d'Aix-Venelle sont en difficulté parce qu'ils sont à la lutte, je crois, à la dernière place pour se maintenir. Et voilà, il y a toujours l'équipe d'Alexandre Casimiri à Salon qui est bien calée aussi. Très belle saison. Hein. Ouais, qui est bien calée dans l'optique d'avoir un des deux strapontins pour les playoffs. Voilà, on ferme cette parenthèse. Loïc. Ouais, on va continuer avec Johanna, qui arrive de Nîmes, C'est ça, du Gard, pas très loin. Saison très compliquée. c'est ça. 12 victoires, 12 défaites, 1 victoire. Ouais. On a gagné le premier match et on a tout perdu. Ok. Est-ce que tu peux nous parler en quelques minutes du championnat, de la poule, de ton L'équipe équipe, aussi, des ouais. difficultés que vous rencontrez? Parce qu'une seule victoire, c'est quand même lourd à encaisser. C'est pas facile. Surtout les 12 défaites plutôt que la victoire. Mais voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette poule B? Alors, poule assez relevée parce qu'on part beaucoup dans le Lyonnais, que tu connais a priori. Enfin, avec petit peu. On a des grosses équipes là-bas. Notre équipe, pour commencer par notre équipe, c'était un peu un pari. On a réussi à avoir la montée l'année dernière. On s'est fait repêcher en fait. On avait demandé la montée et on a gardé la même équipe. On a eu 2 recrues de jeunes et Jimmy qui est arrivé pour nous coacher.
Et je pense que voilà, c'était juste un pari. Ils ont voulu faire une espèce de test pour voir ce que ça allait donner en National 3. Donc si on te suit bien, vous jouez en prénat l'année dernière. C'est ça. D'accord. Ok. On a fait une super saison en prénat, sauf que je pense qu'à Nîmes, ils ne se rendaient pas compte du fossé qu'il y a entre la prénat chez nous et la N3 en général. Du coup, l'équipe, c'est que des petites jeunes qui ont 17-18 ans et on est 3 à plus de 30 ans. Donc voilà, c'est compliqué. Physiquement, c'est compliqué. JB, il arrive à la fin, il était en stage parce qu'il a d'autres fonctions. Il est arrivé un peu fin août, il a récupéré une équipe. C'est aussi une découverte pour lui, Jimmy, hein, puisqu'il C'est coach sur une 3 garçons l'an dernier sur Montpellier, de mémoire. Ouais, c'est ça. Rien à voir à la Mosson, je crois. C'est ça. Et du coup, il nous a récupéré fin août, que du physique quand tu commences. Donc, il ne savait pas trop ce qu'on valait. Et il a vite vu que ça allait être compliqué. Bon, il ne s'est pas découragé. Et bon, bref, voilà. Donc, c'est pour ça que la saison est compliquée et que c'était vraiment un pari, je pense, pour le club de Nîmes qui avait envie de jouer cette accession à N3 sans forcément avoir l'équipe. Voilà. Moi, je devais arrêter. Et finalement, ils m'ont bien motivé en se disant, la N3, bon, bref, c'est compliqué. Et comment est le club en termes de budget? Est-ce qu'il y a des ambitions? Est-ce que c'est une saison vraiment ratée? Le club a des gros problèmes financiers. Ils ont eu un procès il y a quelques années avec un coach. Voilà, ils sont passés au prud'homme, ils ont perdu. Donc financièrement, Nîmes, il n'y a pas de sujet en fait. Financièrement, voilà. Il n'y a pas la place en N3 finalement. Mais il y a quand même, je te coupe, il y a quand même une culture puisque les filles ont joué, ça fait une paire de saison National 3. Hein. Oui, moi quand je suis arrivée il y a 7 ans, c'était ça, c'était de la N3 avec objectif de monter en National 2. Sauf que Nîmes est dirigé par des dinosaures un peu et c'est compliqué de leur expliquer que quand tu as des ambitions de monter, que tu fais venir des joueuses, il faut les payer, etc. Voilà. Donc ça a été compliqué. On a fait la première saison, on a joué les playoffs. On s'est pris 40 points à Orthez. Bref, on a perdu en playoff. Et la deuxième saison, on avait une équipe de folie, mais le coach s'est fait limoger. Deuxième match, ça a été un peu n'importe quoi. Voilà. Donc Nîmes, c'est compliqué. C'est une philosophie compliquée. Ouais, c'est dommage. C'est dommage parce que ça pourrait... Voilà, donc saison compliquée. Résultat, on a pris 100 à 32 hier. Bon, moi, j'y étais pas, mais... J'allais te demander comment... Je savais que tu allais en parler. Comment un tel écart. Ouais, d'ailleurs, on va faire un match dans le goal average avec Camille tout à l'heure parce qu'il me semble qu'eux aussi, ils ont explosé en plein vol sans être... J'ai pas tout perdu ce week-end alors. Ouais. C'est pas pour ça qu'on va gagner à la même table. Hein. Bon, c'est vraiment difficile pour le Nîmes. Le club s'appelle le Nîmes Basket Club Nîmes. C'est plus Perrier, non, avant, il y a quelques années. Oui, c'était avant. C'est pour ça que j'ai demandé. Et justement, comment vit le groupe? Puisque tu nous dis qu'il y a 3 jeux centenaires, il y a que des jeunes. Quand on enchaîne les défaites, c'est jamais évident, mais c'est par contre là qu'on voit la vraie qualité du groupe. Est-ce que tout le monde est conscient que c'était un one-shot et puis on a essayé de faire ce qu'on pouvait sans trop avoir d'ambition? Ou est-ce que l'accumulation de défaites révèle un peu des choses qui n'étaient pas prévues? C'est pas simple, c'est compliqué là, de me faire parler sur ce point, mais... je suis désolé. Non, on en parle, de toute façon, je mets les pieds dans le plat, mais comme je disais un peu à Camille juste avant, il y a un écart générationnel incroyable. C'est-à-dire que les filles ont pas cette culture, avoir un cadre, et elles n'ont pas du tout la rage sur le terrain, quoi. Donc forcément, quand tu commences à prendre l'eau et à perdre des matchs, voilà, l'ambiance, c'est pas terrible. On s'aime beaucoup, je les aime beaucoup, on s'apprécie, mais voilà, quand tu perds tous les week-ends et que tu sens qu'il n'y a pas cette envie que toi tu as, par exemple, nous les plus vieilles, on n'a pas le même état d'esprit, ça crée forcément un peu d'éclat. Voilà. L'écart de génération entraîne des mentalités. C'est ça. Ah mais Johanna, je te rassure, moi il y a longtemps que je me considère comme un vieux con. Hein. Là, tu vas m'excuser, c'est un peu vulgaire, mais c'est vrai que le décalage... Ouais, c'est compliqué. Bah après, voilà. Ouais. Et Jimmy là-dedans, alors quelle est sa vision qui lui est un peu entre les deux? Il a quel âge Jimmy? Il est plus vieux que toi? Oui. Et lui qui a connu le haut niveau, il arrive à s'adapter ou c'est compliqué aussi? Moi Jimmy, j'ai l'impression qu'il essaie, hein. Il essaie de ne pas lâcher l'affaire, etc. Mais il est un peu dépassé. Voilà. Pas dépassé parce qu'il ne s'attendait pas à ça, je pense. Je pense qu'il croyait arriver à... Mais non, ça ne marche pas. Ça ne matche pas.
Et il y a encore un espoir de maintien ou alors ça va être. Non. Ah, Johanna, elle est très cartée. Non, mais enfin, il faut Elle est faut pas dire longue, les elle est choses. pas longue de beau. Hein. Non, mais enfin. Vous avez 3 victoires de retard sur la Barbière, si je ne me trompe pas. C'est ça. Oui, Barbière la est à Barbière, 4 il leur victoires. fallait 8 victoires, je crois, pour. La Barbière est à 4, vous êtes à 1 victoire. Et au-dessus de la Barbière, c'est à 5. Donc, bon. Le classement, je ne sais pas, peut-être qu'on peut l'afficher. Oui. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, on va pouvoir Allez-y. voir le classement ensemble. Mais c'est vrai que ça semble quand même hyper Ouais. compliqué. Et- Une seule victoire alors qu'on a déjà entamé la deuxième phase. Et l'un dans l'autre, est-ce que justement le club anticipe et prépare la saison d'après? Puisque, avec ce que tu nous dis, ça a l'air d'être, les carottes ont l'air d'être râpées pour cette année. Est-ce qu'il y a cette volonté d'anticiper, de rebondir et de. Là, ils sont en train de se focaliser, je pense, sur les garçons. Qui Qui sont en prénat, qui sont aux premières places, Ouais, non? c'est ça, qui Ouais. vont certainement jouer la montée. Coaché par Léo? C'est ça. On lui fait un petit coucou, Léo, Ouais. hein, super gars. Voilà. Et je pense que là, ils vont se focaliser sur les garçons et tu peux pas mettre des choses en place comme ça. Enfin, voilà, il faut qu'il y ait des jeunes derrière. Il y a pas tout ça. Il n'y a pas tout ça qui a été fait. Donc voilà. Oui, après, Ok. je me fais un peu l'avocat du diable. Est-ce que aussi, c'est pas difficile que le basket existe sur Nîmes? Est-ce qu'il y a une structure universitaire? Est-ce qu'il y a des choses qui permettent d'avoir quand même. Disons qu'il y a des choses il y a des gens qui ont essayé de mettre des choses en place. Et je pense que ça a gêné un peu les anciens présidents de voir qu'il y a des gens qui venaient pour faire bouger les choses. Ils se sont tous fait. Dégagé. Ouais. Ben là, tu as le président Ouais. et la personne qui s'occupait des sponsors qui ont démissionné il y a un mois. Ah, d'accord, Voilà. oui, le club est pas mal agité. Donc oui, la c'est. tourmente, un petit peu. Ouais, c'est ça. Voilà. Ok. Saison difficile. C'est Bon, ça. n'empêche que tu gardes le sourire Oui, malgré oui, tout. oui. Bah, après, voilà, je vais pas. C'est bon, c'est comme ça. J'adore le basket. Je voulais. Il me fallait ça, je pense, pour arrêter. Faire une dernière saison et avoir quelque chose. Ah, c'était ma question, mais alors tu Ah, comptes oui, oui. raccrocher les baskets à la Je fin de pense. l'année? Je pense là que c'était l'année de trop. Mais il le faut. Sinon, tu n'arrives pas à t'arrêter. Il fallait un truc. Voilà. Donc, je vais finir la saison, tant bien que mal. Essayer de rester avec le groupe jusqu'à la fin. Mais oui, je pense que. Voilà. Ok. D'accord, on va vous souhaiter quand même bon courage, hein, Oui. parce que il Mais en ça va faut, bien se hein. passer, hein. Ben, on n'est pas inquiet. On voit que tu es d'humeur joviale, donc on Non, n'est non, pas ça inquiet va bien se là-dessus. passer. Et on va enchaîner avec ta voisine, voilà, Camille. Camille, donc on en parlait, résultat difficile ce week-end, hein, puisque vous êtes incliné contre le club de Fétia, c'est ça, hein, qui est leader de cette poule B en NF1. Comme je suis un mec sympa, je ne vais pas donner le score, 64-28 pour Fétia. Hein, voilà. Il y avait des joueuses blessées. Explique-nous tout ça. Il y a vraiment un écart entre cette équipe qui est leader. D'ailleurs, ça se trouve où, Fétia? Parce que franchement, j'ai jamais entendu parler de ce club. C'est connu. Limoges. Ouais, c'est connu quand même, c'est près de Limoges, l'Ambelé de Limoges. C'est un bon club Très loin de féminin. Limoges. D'ailleurs, il y a Limoges D'accord. et Fétia cette année D'accord. dans notre groupe, donc on va être amené à y retourner bientôt. D'accord. Et non, c'est vrai qu'on a joué face aux leaders qui restaient invaincus. Je pensais qu'elles avaient perdu un match, mais non, elles Non. sont invaincues depuis le début de la Donc saison. 15-0. Ouais, 15 c'est ça. victoires, Donc ouais. c'est beau. Ben voilà, c'est une équipe entraînée par Monsieur Sissik, qui est bien aussi connu dans le milieu du basket féminin comme masculin, d'ailleurs, parce que je sais qu'il a entraîné aussi, coaché par chez moi dans la région nantaise, les garçons. Donc voilà, il est connu pour aussi avoir toujours une équipe assez rigoureuse en défense. Et c'est vrai D'accord. que là, on a un peu. On s'est un peu écroulé, quoi. Et donc, ça, c'est une équipe qui est ambitieuse alors. Ouais, qui joue la montée, tout comme D'accord. Colomiers derrière. Et ça se passe comment le championnat de NF1? Parce que je t'avoue que je ne suis pas un grand connaisseur, je suis les résultats bien évidemment, hein. Mais il y a des playoffs après, c'est ça? Il y a 2 poules? Ouais, il y a 2 poules, il y a poule A, poule B. Ouais. Comme les garçons. En fonction de notre situation géographique. Donc, D'accord. voilà. Je crois que notre plus loin déplacement, nous, c'était Orthez, du coup, d'un côté, et puis ça doit être Limoges, peut-être. D'accord. Et les playoffs, ça se passe avec les 2 premiers? Comment ça se passe? D'accord. Deux playoffs. Voilà. Ok. Deux playoffs, C'est match avec aller-retour? deux équipes de chaque poule. D'accord. Voilà. Et pour la descente, puisque nous, on est plus concernés par le bas de maintien. tableau. Ah, il y a des pénals aussi. Non, il y a 2 équipes qui descendent. Les 2 dernières équipes de chaque poule descendent. D'accord. Donc actuellement, parce que là j'ai le classement sous les yeux, Mathieu, tu vas le mettre. NF1, poule B. Voilà. Hop.
L'Asvel, hein. Ouais, alors vous êtes à la lutte avec le Cavigal, vous êtes à la lutte avec l'Asvel, puisque Orthez, je vois qu'ils sont déjà à 6 victoires. Ça va peut-être être compliqué d'aller les chercher. Bah, surtout qu'on a perdu le match aller et le match retour. Donc en plus, ils ont goal D'accord, average sur nous. ok, Donc, ça fait une va être victoire un peu plus. compliqué de les D'accord. rattraper. C'était d'ailleurs il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 semaines. Donc ouais, voilà, c'est une battle entre l'Asvel et nous, clairement, sachant que derrière, ça remonte un petit peu, puisque Caluire, ce week-end, elles ont été tapées à Colomiers, je crois, Ouais. en gros. Donc ça y est, ça... Tu me parles de l'ASV là C'est ça, de Ouais. 2 points à Ouais. Colomiers, elles ont Ouais, gagné. j'ai pas trop compris, j'ai pas eu de nouvelles de Jessica Ah, Caluire, oui. Clémençon, Ah, qui joue à qui Colomiers? joue à Colomiers. Ah, d'accord. Voilà. Ouais, Caluire, elles ont c'est pris que- des sacrés doudounes hein, cette année. Ouais, hein. c'est Moi, pour je suis ça, un peu parce que, comme c'est tu pour dis. ça, je pense pas qu'ils aient recruté quelqu'un. Elles n'ont qu'une seule victoire, Caluire, quand même. Hein. Ouais, mais du coup, faut aller battre Colomiers, quoi. C'est- Et là-bas, en plus, c'est jamais Ouais, évident. ouais. hein. Donc j'ai pas trop eu de retour sur ce match-là, mais donc voilà, on n'est pas à l'abri. Bon, on a gagné l'Asvel à domicile. Et Le retour, match, c'est quand le match est dans. On joue Monaco samedi. Après, il y a la Coupe de France. On est encore qualifié en Coupe de France. Du coup, Vous en avez plus, la apparemment, possibilité de cette prendre année, un je point savais aussi, pas hein. ouais, que ça existait, ça, mais on a un plateau. On tombe contre Voiron et Ouais, Voiron c'est- et Roanne après, je Ouais, crois, c'est sur le costaud. plateau. Et Voiron équipe 2, du coup. D'accord. Donc si on prend les 2 matchs, on gagne un point ouais, sur le championnat. Mais tu me diras si je me trompe, Camille, le club du Cavigal aussi a essuyé un peu des soucis financiers, hein, puisqu'il n'y a pas si longtemps que ça. D'ailleurs, Ils étaient en Ligue. je lui passe le bonjour, puisque c'est un ami à moi, Xavier Le Sergal, qui était président un court moment avec Jimmy Verov. Et on sait que sur cette année-là, Jimmy est parti rejoindre le club de Pau et qu'il y a eu, il me semble, des soucis aussi financiers et que ce n'était pas évident. Ouais, non, ils sont toujours en train d'étaler leurs dettes d'ailleurs. Je connaissais bien la situation puisque c'est un petit retour cette année. J'avais évolué au club au sein du Cavigal il y a 3 ans. C'était un autre président, une autre présidente d'ailleurs, Laurence Laporte. Et donc après, il y a eu Xavier. voilà, Xavier. Et cette année, Franck Faro qui a repris la direction, mais depuis 2-3 ans, je crois déjà maintenant. Donc voilà, les finances sont saines aujourd'hui. Maintenant, il y a le passé Ouais. qui rattrape toujours les clubs. Mais voilà, on a un petit budget. Ça a permis quand même de recruter 2-3 joueuses avec une certaine expérience, mais on galère toujours autant en D'accord. championnat. Et l'objectif affiché en début de saison? J'avais demandé, ouais. L'objectif, c'était plutôt le tableau. Voilà, on a D'accord. démarré la saison avec un effectif assez réduit. Astan Dabo, qui a aussi quand même une belle carrière derrière elle, qui a été aussi draftée en WNBA, il ne faut pas Ah l'oublier. oui, ça pose la joueuse. Qui n'a pas fait beaucoup d'entraînement ni beaucoup de matchs avec nous cette année. Elle est actuellement blessée, elle n'a pas joué ce week-end. Elle a redémarré la saison au bout de 1 ou 2 mois, je crois. Donc c'est vrai que c'est notre vrai seul pivot. Et à ce niveau-là, c'est vrai que il y a quand même des beaux bébés dans la raquette, quoi. Je pensais pas, D'accord. je ne connaissais pas trop cette division, mais il y a beaucoup de joueuses athlétiques, physiques, et c'est vrai qu'elles nous manquent, quoi, parce que c'est pareil, ils ont recruté avant Noël pour pallier l'absence d'Astan, une joueuse serbe, mais bon, ce qui est plutôt profil 4-3, quoi, pas vraiment 5, et c'est elle qui D'accord. fait qui fait un peu le joker voilà, de luxe Ok. sur Et le coach, c'est qui alors? C'est chez vous? Alexandre Mikhailov, qui était déjà le coach l'année dernière sur l'équipe de Ligue 2, puisque D'accord. le club est descendu. Et il a repris cette année l'équipe de National 1. Ok. Et quand tu me dis qu'on construit un groupe pour essayer de jouer les premières places, jouer la montée, et quand on se retrouve à jouer le maintien, est-ce que tu penses que le groupe est dimensionné psychologiquement pour pouvoir atteindre cet objectif qui n'était pas celui de début de saison? C'est compliqué parce que, comme je vous dis, on a démarré la saison sans secteur intérieur. Donc, on ne savait pas trop où on allait. C'est sûr que l'effectif au complet, maintenant, sur le papier, voilà, il est ce qu'il est. Mais on a été obligé de revoir nos objectifs à la baisse. C'est ce que j'allais dire. Si tu il y a commences les la aléas. saison en ayant un objectif de montée et que tu n'as personne dans le secteur intérieur, il y a des choses qui ne s'emboîtent pas. Enfin, Je dis pas la montée, mais c'est sûr qu'on ne jouait pas le fin de tableau, quoi. Après, c'est dur. On a encore une joueuse qui s'est blessée sur le dernier match, Sharon, qui s'est fracturé le doigt. Donc en fait, c'est vrai que tout au long de la saison, on a toujours eu
Des blessures, quoi. Donc, c'est pas comme en LFB où tu peux reprendre un joker. Là, c'est pas possible. Quand il est blessé, on a personne. On fait monter des U18 du coup pour pallier les absences, quoi. C'est oui, il y a galère quand même. Ouais, il y a des saisons malheureusement où ça s'enchaîne mal. Hein. Et on a un peu plus de mal à redémarrer la nouvelle année, donc on espère que le derby là contre Monaco va nous relancer. Et s'il y a descente, hein, ce qu'on ne vous souhaite pas bien évidemment, ça ne remet pas en cause la pérennité du club ou les gens qui sont à la tête ou alors tu n'as pas du tout d'éléments à ce niveau-là? Si, voilà, avec les dirigeants, en discutant en toute transparence, on a clairement, je pense, le projet du Cavigal sur les épaules à porter. On sait très bien. Oui, parce que c'est un club qui a une histoire. Le Cavigal, voilà, Nice, dans exactement. le basket féminin, c'est quelque chose qui parle, quoi. Non, on sait très bien que là, que les gros matchs ils vont arriver et qu'effectivement, on a un peu les clés du club entre nos mains. Mais comme je disais, on a encore notre destin du coup entre nos mains puisqu'on a battu l'Asvel, on a largement les moyens de répondre présent, mais voilà, ça va passer par. On a eu des réunions ces derniers jours aussi. On essaie de repartir un peu, de changer de cap. Mais il va falloir qu'on s'entraîne parce que c'est vrai qu'à ce niveau-là, toutes les joueuses ne sont pas professionnelles, toutes les joueuses travaillent, toutes les joueuses sont à l'école et on n'a que 3 entraînements collectifs par semaine. La semaine dernière, on s'est entraîné qu'une seule fois. Et par rapport à des gros cylindrés… Par rapport à Fétia qui s'est entraîné, on leur a demandé 10 fois, quoi. 9 entraînements. Oui, forcément. Donc la différence, elle est là. Ouais. Voilà. Ça, c'est dû au petit budget qui ne permet pas d'avoir entre guillemets des joueuses à temps plein, en fait, c'est ça? Ouais, le basket, c'est pas leur priorité. Nous, dans l'équipe, c'est vrai que c'est la grosse différence par rapport à d'autres équipes. Bon, après, je discute avec les équipes avec les joueuses de Colomiers, elles ne sont pas toutes professionnelles non plus. Mais je peux te dire qu'à Caluire, il n'y en a pas une qui est professionnelle non plus. Caluire, Orthez, c'est pareil. Elles ont le même statut que nous, quoi. Mais c'est des joueuses qui se connaissent depuis plus longtemps. Orthez, le noyau fort, il est là depuis je ne sais pas combien d'années. Nous, c'est un groupe nouveau quand même. C'est quand même un groupe nouveau. Et donc il a fallu reconstruire rapidement, quoi. Tu n'as pas d'obligation réglementaire d'avoir des contrats pro en F1. Tu peux en avoir, mais ce n'est pas une obligation. Non. Tu as l'info ou tu ne sais pas? D'accord. Tu as le droit de ne pas savoir. Il y a des professionnels dans tous les clubs maintenant. Non, mais si peut-être que tu sais, je ne sais pas. Il y a des statuts maintenant sur les divisions, dont la Nationale 1 féminine, où comme Camillet, elle est joueuse d'intérêt général. Donc c'est un statut de salarié à part entière du club qui lui permet de vivre en jouant au basket, mais aussi de développer tout ce qui est nouvelles pratiques au sein du club du Cavigal, ce que fait Camille avec les U18 sur le 3-3. Ok. Oui, mais si tu prends un club comme FETA où les filles s'entraînent 9 à 10 fois par semaine, elles doivent certainement un statut professionnel. C'est pas ma zone, Fétia. Je m'occupe de l'Occitanie, de la PACA et de la Corse, donc je sais pas. Bonne réponse, Anto. Et du coup, Camille, donc d'un point de vue personnel, en termes d'objectifs, tu as joué en Ligue, aujourd'hui en NF1, tu coaches une équipe en élite. Comment tu te projettes dans l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans? Est-ce que ce retour à Nice est voulu pour un plan de carrière? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça? En fait, c'est vrai que ça arrive un peu plus tôt que prévu, ce double projet-là. Mais c'était une belle opportunité pour moi. L'année dernière, effectivement, j'évoluais à Basketland, donc en première division. On faisait aussi une Coupe d'Europe. Donc le gap était quand même assez important au niveau de moi en tant que joueuse. Mais j'ai toujours été quelqu'un de challenge, en fait. Donc ça ne m'a jamais fait peur de faire l'Euroleague et la saison d'après de faire monter un club de Ligue 2 en LFB ou là aussi de prendre un autre virage. J'ai toujours eu envie d'entraîner. J'avais passé mon BE1 à l'époque à Toulouse aux côtés de Valérie Garnier. Voilà, j'ai toujours eu ça dans un coin de ma tête. Je ne savais pas quand est-ce que j'allais vraiment m'engager dans cette direction. Mais voilà, la vie, ça fait partie
Enfin, je veux dire, j'ai toujours drivé ma carrière en fonction des opportunités. En fin de saison dernière, les projets qu'il y avait en LFB où j'avais aussi l'intention d'évoluer à l'étranger ne me correspondaient pas. Et puis il y a eu cette offre, cette opportunité là sur Nice de pouvoir jouer à un niveau encore assez intéressant et de pouvoir coacher une équipe de championnat de France jeune. J'ai sauté sur l'occasion. Forcément, j'ai voulu aussi continuer ma carrière de joueuse professionnelle, mais comme je disais, accepter des rôles de second poste, ça me plaisait plus trop en fait. J'avais plus trop de motivation à ce niveau-là et c'est comme ça que j'ai accepté ce projet au Cavigal. D'accord, on te remercie en tout cas. Merci Camille. Voilà. Loïc va enchaîner. Oui, avec Anthony Christophe, monsieur Anthony Christophe. Avant de parler un peu plus longuement sur tes fonctions au sein de la Fédé, évidemment là on est sur la partie des résultats et très très belle saison du côté de Monaco. Si je ne me trompe pas, premier avec 14 victoires, une seule défaite. Oui, ça doit être ça. Ouais. Voilà, ça doit être ça. Victoire ce week-end à Cannes-sur-Mer, Oui. qui avait fait un super début de saison. 5 victoires en 5 matchs et puis qui marque un peu le pas. Ils Ouais, ont eu qui a quelques 6-9. blessés. Ouais. Ils ont eu quelques blessés. Ok. Et ça leur a fait un peu. Bon, est-ce que du coup tu peux nous faire un petit tour d'horizon de cette poule NM3 ou quelles sont les ambitions également de Monaco, monter en N2, monter. Voilà. Moi avant qu'il attaque, Anthony, Monaco, c'est le même club que les pros ou c'est... En fait, c'est deux structures différentes. Voilà. Il y a la structure professionnelle qui est gérée par un groupe d'investisseurs ukrainiens. Et il y a la section amateur qui est gérée par M. Arnaud Justy et tout son panel de bénévoles et de dirigeants historiques. D'accord. Mais c'est deux structures différentes. D'accord. Et si ça monte en N2, est-ce que cette structure va permettre d'exister en N2 quelles sont les ambitions du club Par rapport à l'équipe de National 3. par rapport à l'équipe première, ouais. Il n'y a pas d'ambition particulière sur cette équipe-là. À l'origine, c'était juste de se maintenir en National 3 et d'offrir une passerelle entre les joueurs qui ne peuvent pas, qui finissent leur cursus U18 et qui ne peuvent pas accéder à l'équipe Espoir, pour leur donner une passerelle et un niveau de jeu intéressant. Okay. Et voilà à quoi sert cette équipe, ce projet de National 3. Ensuite, si Saint-Chamond ou d'autres équipes ne veulent pas de la montée, je ne pense pas que c'est dans les projets du club de refuser la montée. Mais vous êtes quand même premier. Oui, on est premier, mais même entre nous, dans le club, on ne parle pas forcément, on en rigole, c'est plus un sujet de plaisanterie. Okay. Donc on va monter, tout ça, mais on en rigole plus, on rigole plus sur ce sujet-là qu'on réfléchit à la suite, si au cas où on monte. Voilà. Donc toi, en tant qu'ancien joueur pro et d'expérience, tu es là pour encadrer ces jeunes joueurs, si je te suis bien. Les jeunes joueurs, on a un groupe de 3-4 jeunes joueurs qui étaient en U18 l'an dernier. Et qui sont avec nous au moins sur le groupe élargi de National 3. On a un groupe de 14-15 joueurs, donc il y a un peu un turnover entre les jeunes. Mais ensuite, derrière, c'est des joueurs du bassin niçois qui sont plutôt expérimentés à ce niveau-là, qui sont des Tu joues avec un ancien avec qui j'ai joué à Saint-Laurent, avec Laurent Bravetti, non? Voilà, entre autres Lolo. Lolo, je te passe le bonjour, Lolo. Et justement, c'est intéressant parce que moi, je fais souvent la correspondance entre les jeunes qui sont formés, les U18 qui jouent au championnat de France, et quel est leur niveau qu'ils peuvent avoir quand ils sont sur ces divisions-là. Est-ce que ces 3 joueurs U18, c'est des joueurs qui ont un bon niveau National 3 Comment tu les classes? C'est des joueurs qui auront un bon niveau de National 3, National 2, faire le fossé entre les catégories jeunes, où on joue contre des joueurs de 18 ans, et ensuite derrière on va jouer contre des joueurs de 35 ans, souvent de temps en temps des anciens professionnels. C'est clair. Il y a un vrai gap entre les deux niveaux, ne serait-ce que physique. Mais ensuite, on peut très bien imaginer demain qu'il y a des espoirs, des joueurs de l'équipe Espoir qui sont en mal de temps de jeu en Espoir, viennent aussi renforcer un peu la National 3. Et justement, eux, comment ils sentent? Est-ce que moi, je trouve que les jeunes joueurs, la nouvelle génération, ont du mal à s'étalonner. Ils veulent tout de suite. Ils sortent du 18 France, ils pensent que c'est un niveau qui est exponentiel et ils ne sont pas patients. Voilà. Alors peut-être que je me trompe. Comment on a de la ça chance. Nos deux jeunes, parce qu'il y a 2 jeunes qui sont vraiment 100% du temps avec nous, on a de la chance puisque c'est des joueurs qui sont patients, qui se rendent compte un peu de la marche à gravir pour aller à ce niveau-là de la National 3.
sans parler de National 3, c'est bon, c'est pas bon, mais c'est un milieu d'adultes. Donc ils sont conscients qu'ils sortent de l'adolescence et qu'il va leur falloir peut-être 1, 2, 3 ans pour pouvoir jouer vraiment, avoir un rôle contre des adultes. Après derrière, cette idée où c'est souvent les joueurs des équipes espoirs qui voient un peu les niveaux un peu amateurs, un peu sous-évalués et qui se disent ouais, ben, je préfère jouer en espoir parce que j'ai une exposition. Je suis un peu dans le giron professionnel, ce qui est acceptable. Et donc la Nationale 3, je la regarde pas. Et donc ça peut être compréhensible. Moi avant, j'étais comme ça. Hein. Moi, on me demandait, quand j'avais 19-20 ans, on me demandait si je voulais jouer en espoir ou en Nationale 3. Ben, je préférais être en espoir parce que c'était les voyages avec les pros, on jouait dans des grandes salles et tout ça. Mais il y a plusieurs chemins pour arriver au professionnalisme maintenant. Les espoirs, c'est un moyen, mais aussi les niveaux intermédiaires. Et du coup, en tant qu'ancien pro, quel rôle tu as vis-à-vis de ces jeunes qui passent d'un U18 à de National 3? Comment tu fais pour… Est-ce que vraiment tu as un rôle important auprès de ces jeunes pour leur permettre de gravir cette fameuse marche dont tu parles? Je ne sais pas si c'est un rôle important. J'aime pas la notion de grand frère ou tout ça. Là. J'aime pas cette notion-là de dire ouais, je suis le grand frère, donc je vais prendre les jeunes avec moi. Non, pour moi, c'est oui, j'ai quelque chose à transmettre. Mais mes coéquipiers, eux aussi, ils ont des choses à me transmettre. Mes coéquipiers ont des choses à me transmettre. Donc moi, je les prends à part entière, comme s'ils étaient des adultes. Et nous, on a une méthode dans notre équipe, c'est que tout le monde se parle de la même façon. Quelqu'un veut me dire quelque chose, il ne va pas dire « Ah ben Anthony, il a joué en pro, donc je vais mettre les gants ou quoi ». Et je l'accepte et les joueurs l'acceptent. Mais bon, après derrière, donc nous on les accompagne, ils sont demandeurs. Mais après cette notion de grand frère, ils sont jeunes, donc je vais m'en occuper plus que mon coéquipier qu'à mon âge. Moi, j'y crois pas trop à ce genre de trucs-là. Et après derrière, ils savent très bien et qu'ils peuvent me demander ce qu'ils veulent. Mais en plus, ils sont assez intelligents et ils ont assez de recul sur le niveau et ce qu'ils veulent faire pour pouvoir s'intégrer. J'ai une petite question. J'ai souvenir il y a quelques années donc avec Menton, puisque tu venais participer à nos entraînements. Je me rappelle d'un gars qui lâchait rien, qui voulait jamais perdre. Est-ce qu'aujourd'hui, avec quelques années supplémentaires et des projets professionnels différents, est-ce que les gamins qui sont avec toi, c'est toujours pareil, tu ne veux pas leur laisser le ballon? Si la balle elle est sortie, c'est pas de cadeau, c'est balle à toi. Est-ce que c'est toujours pareil? Oui. Mais après, c'est pas. Après, voilà, c'est un réel problème personnel chez moi, c'est de ne pas arriver vraiment à prendre du recul par rapport au basket parce que j'aime tellement ça. Moi, je dirais que c'est plutôt une qualité, hein. Tu m'excuseras. Oui, mais moi, j'aimerais bien que cet aspect-là de ma personnalité évolue, diminue. Pour pouvoir prendre un peu plus de recul et tout ça, parce qu'il m'arrive d'être dur avec mes coéquipiers, même avec mes jeunes coéquipiers ou mes coéquipiers, même avec mon capitaine et tout ça. Mais bon, c'est quelque chose, il faut que je fasse un travail sur moi-même pour prendre du recul par rapport à ça, mais j'ai encore un peu de mal. Oui. Ah, mais je pense que tu nais, tu vis et tu meurs compétiteur. Pour la petite anecdote, c'est qu'à l'époque, il venait s'entraîner donc avec nous à Menton, avec Philippe Agostini, qui est toujours le coach, que je salue. Et donc, il venait de l'extérieur, il ne faisait pas partie de l'équipe. Et ben, il arrivait à foutre la merde sur le terrain parce que il ne voulait pas lâcher. Alors qu'il se comportait déjà comme un mec membre de notre équipe, alors que finalement, il venait. Voilà. C'était une période assez difficile puisque justement, il y avait cette structure ukrainienne qui avait pris le voilà, pro et qui m'avait coupé. Voilà. Et que je ne pouvais pas participer aux entraînements de l'équipe professionnelle à l'époque, qui évolue en Pro B. Et donc Menton m'a accueilli pour ces entraînements. Voilà. Excellent, j'ai adoré. Merci Anto. Olivier, je te laisse avec Dounian. Ah bah bien sûr, Dounian, c'est un plaisir de l'accueillir. Voilà, il nous a répondu direct en disant pas de problème, je serai là. Donc moi je le remercie parce qu'on l'a contacté un peu tard, c'est vrai. Dounian qui est coach de Martigues et qui est actuellement premier de la poule Ouest. Qui s'est relancé ce week-end en gagnant un Saint-Marcel de 21 points, si je ne m'abuse, parce qu'il sortait d'une défaite dans le chaudron rognonnais. Il va nous en parler un peu plus. Hein. C'est vrai que Rognona, c'est un club, c'est un peu le petit village gaulois et je crois qu'ils vous ont réceptionné avec une ambiance de fou. Tu vas nous parler un peu de ça, Dounian. Alors, parle-nous un peu de ta saison et de ce match un peu particulier à Rognona la semaine dernière. On connaît le contexte à Rognonas. Hein. C'est petite salle, beaucoup de monde, tout le village. D'accord, je l'appelle Mini Pana.
Tout le monde était de vert C'est vêtu. ça, ouais. Il D'accord. y avait des fumigènes aussi ou pas? Non, pas cette fois-ci. Ah, pas cette fois-ci. Hein. Après, je tiens à les remercier parce que c'est un superbe accueil. Tout joueur ou tout coach rêverait d'avoir une ambiance comme ça. Après, on a très bien débuté le match. Hein. Et après, comme on dit, le basket, c'est une somme de détails. Une fois qu'on s'est éparpillé, ils sont passés devant. Et après, la salle a poussé. On n'a pas eu notre adresse qu'on avait d'habitude. Et après, je tiens à les féliciter parce qu'ils ont vraiment été costauds du début à la fin. Et victoire méritée pour Unidas. Oui, c'est une équipe du championnat solide qui a 3 défaites, si je ne m'abuse, parce que je crois que Sapella leur ont fait un petit plan un peu pas trop sympathique, hein, parce qu'ils ont décidé de décaler le match, ils ont renforcé avec des joueurs de N2, alors qu'ils sont, je crois, à 1 ou 2 victoires, ils ont déjà fait un forfait. Ouais. Mais bon, après, chaque club voit ses intérêts. On sait qu'il y a la lutte avec Saucé Lépin. Hein. Saucé aussi, qui a profité de... Qui a une défaite, hein, c'est ça, et j'ai vu que le match était le 14 mars, donc on s'en rapproche. Voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette équipe de Saucé? Match aller, ça donnait quoi? Match aller, on gagne de 4 points dans les 2 dernières minutes. Ils étaient devant tout le match, d'accord. Donc après, on a resserré un peu en défense. C'était chez toi, c'était à Martigues? Ouais, c'était à Martigues. D'accord. Et après, on a réussi à les verrouiller un peu sur la dernière minute. Et on a mis des gros tirs et on gagne de 4 points, quoi. Après, dans cette équipe, ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a que des anciens Martégo quasiment. Ah, d'accord. D'accord, voilà. Il y a beaucoup de gens que j'ai joué avec. D'accord. Il y a qui joue à Saucé, dis-moi? Il y a Didier Fandon, bien sûr. Qui passait à Monaco aussi. Ouais. Il y a Franck Garros, Corentin Decker, que j'ai formé, un jeune cadet maintenant qui est en équipe senior. D'accord. Et il y a le respect du coach, alors ils ne vont pas te battre au match retour. Ouais, c'est la loi du jeu, il n'y a plus d'amis à ce niveau-là. C'est la compétition. Donc, après, j'ai un groupe revanchard. Donc, je pense que je voulais te parler, ton effectif est constitué comment d'anciens joueurs qui ont contrôlé la N3, puisqu'on sait que Martigues était un club qui était longtemps National 3, qui a eu de l'ambition aussi. Alors maintenant, moi je ne dis pas que le club n'est pas ambitieux, tu vas nous dire ça, puisqu'il y a les filles qui jouent à un très bon niveau, hein, qui font un très bon parcours, qui sont encore en course en haut de tableau. Ton équipe est constituée de quoi? D'anciens, de jeunes? Moi, quand j'ai repris le projet il y a 3 ans, donc le club venait de descendre de National 3, il y a eu beaucoup de départs. Donc moi, je me suis dit à un moment, il y en a marre d'aller chercher des joueurs de gauche à droite. Donc mon noyau dur, ça a été 5 jeunes du club. D'accord. Après, à partir de là, j'ai rajouté 2 éléments. Donc on était 8 sur la première saison. On a réussi à se maintenir. On a fini premier de la poule basse. D'accord. Et l'année dernière, on rate la montée au goal average. C'est Gabriel Scalas qui est monté. Ouais. Parce qu'il y a eu une erreur administrative de la Ligue. On n'a pas été qualifié en Coupe de Provence. Donc on les avait battus match aller, match retour. Et par rapport au point de la Coupe de Provence, c'est eux qui sont montés. D'accord. Voilà. Donc j'ai gardé le même noyau, j'ai juste rajouté un seul joueur. Donc j'ai un joueur, Patrick Lotin, qui a fait beaucoup de N2, qui est passé à Agen, Brest. Après j'ai des anciens qui sont revenus, qui étaient aux alentours, à Aubagne, à Golgoth, à Venelle. Donc voilà. Donc le vrai projet, c'est vraiment de s'entourer de jeunes du club. Et justement, moi qui suis aussi un peu en contact avec les jeunes, moi je trouve ça intéressant que tu aies réussi à garder 5 joueurs un peu de noyau pour les faire jouer en plein net, parce que les jeunes de maintenant, ils rêvent d'aller jouer au National 3, National 2 dans les centres de formation. C'était difficile de garder ces 5 joueurs? Tu leur as proposé un projet sur 2-3 ans de pouvoir les mener peut-être en national? Parce que moi, c'est ce que je dis aux jeunes que j'avais à l'époque, quand on avait on jouait en cadet première division, on avait la chance d'avoir une équipe 2 qui joue au National 3, donc ces joueurs-là ont pu jouer au National 3 de chez nous. Pour moi, il y a une différence entre jouer dans un club qui est déjà en National 3 et être recrue d'un club qui joue au National 3. Ouais. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure avec Anto, c'est différent quand même. Parce que tu peux sortir de centre de formation, quand tu vas en N3, les clubs ils vont chercher des joueurs qui ont un gros niveau National 3 ou un niveau National 2. Et ça, c'est difficile. Voilà. Moi, je leur ai posé comme projet aux jeunes que pour moi, ils n'étaient pas encore prêts à partir du club ou à essayer de tenter leur chance dans un autre club en National 3. Parce qu'au niveau physique, ils n'étaient pas encore prêts. Au niveau technique, ils n'étaient pas encore prêts. Et au niveau surtout mental, quoi. Donc je leur ai dit, vous êtes assez jeunes, donc on a le temps de préparer tout ça. Et ils ont très bien accepté le projet, ils sont toujours avec moi. Et là, on est à la lutte pour le maintien, quoi, pour la montée. Donc ça va être très difficile, hein, parce que
Tu connais la région. Hein. Ouais. Aller à Rognac, aller à Tarascon. On va Oui, il y a des devoir matchs aller à. pièges. Ah, il y a des... T'as raison. Moi j'appelle ça le championnat bourbier. Ah ouais. T'as raison. Ah, il y a des salles rognonasses, donc il n'y a rien qui est acquis, quoi. Non, c'est sûr. Et la volonté du club, si le club veut à tout prix que les garçons remontent en National 3, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, il n'y a pas de guéguerre, parce qu'on sait que des fois, quand il y a des Filles-garçons. voilà, filles-garçons, c'est jamais évident à mener les deux équipes de front. Comment ça se passe à ce Non, niveau-là? non, le projet il est clair. Hein. Le projet cette année c'était la Nationale 2 filles, d'accord, essayer d'accéder à la Nationale 1. Donc pour l'instant, elles ne sont pas encore trop loin pour les 2 premières places pour les playoffs. Après, je leur souhaite tout le mal qu'il y a pour essayer d'accéder à la Nationale 1. Nous, on est parti au début de championnat, 1 victoire, 2 victoires. On a fini par enchaîner 13 victoires de suite. Voilà, donc on ne pouvait plus se cacher, quoi. On était attendu partout. Ça, c'est sûr, tu Voilà. ne peux pas faire ton Giroud. Hein. Là, c'est sûr que si tu dis. Donc on joue s'est le match, dit, hein. maintenant on est chassé de partout, donc on va jouer le jeu jusqu'au bout, quoi. Après, je pense que si on monte, on va se poser avec les dirigeants. Voilà, s'il y a des moyens pour qu'on puisse accéder à la Nationale 3, ben, on verra. Parce que tu me dis si je me trompe, il y a 2 montées. Hein. Il y a le premier de la poule ouest et le premier de la poule est qui accède voilà. à la Nationale 3. Voilà. Est-ce que le fait que s'il y a plus de descentes de la N3 en région, est-ce que ça peut vous laisser une fenêtre supplémentaire? Parce qu'il y a quand même pas mal de clubs qui sont concernés à l'étage du dessus. Ouais. Et est-ce que ça peut, justement, on peut récupérer un strapontin? Ça, je sais pas, je peux pas te dire. Hein. Après, au niveau de la Fédé, faut attendre et voir leurs décisions. Mais nous, on va tout faire pour prendre la première place et ne pas attendre. Advienne que pourra. Voilà. Mais de toute façon, Dounion, on va suivre tes résultats. Ah oui, d'un œil avisé. Voilà, moi j'ai bien noté cette date du 14 mars. J'espère que tu viendras au match. Eh bien écoute, tu sais que j'ai un emploi du temps qui est un petit peu chargé, hein, donc il faudra que je voie avec madame ou avoir mes obligations professionnelles. Mais franchement, si je peux, ça sera avec plaisir. Et si je viens, avec Big Pomme TV, on fait aussi des lives. Il y en a au foot, il y en a au rugby. Donc si je me déplace, je viendrai avec du matériel Big Pomme. Mathieu est en train de faire des bons. Et on essaiera de retransmettre ce match et de le commenter. Ce sera avec plaisir. Ben, j'espère, Dounion, j'espère. Loïc, on va enchaîner. On va passer au premier débat qui nous attend ce soir. Oui, du coup, on va se tourner vers Anto sur le 3 contre 3, évidemment, avec ton poste. Tu vas nous en dire un peu plus sur le rôle que tu as au niveau de la Fédé, donc les points communs notamment et les différences qu'on peut trouver entre le 3-3, le 5-5, comment ça fonctionne le classement mondial des joueurs. On est très curieux de savoir, je pense que même les filles 3-3 classement mondial, je ne sais pas si vous êtes au courant du fonctionnement. Comment se fait la sélection? J'ai ouï dire que tu faisais partie de cette belle sélection de France. Des 12, oui. Voilà, exactement. Les objectifs pour les prochains JO, qui sont enfin passés discipline olympique pour 2020. Oui. Donc c'est top, c'est génial, donc on va aussi en parler. Et on demandera à Johanna son avis sur… On va peut-être demander d'abord à Johanna et on reviendra avec toi, Anto. Ok. Ouais. Donc Johanna, du coup, comment tu perçois le 3-3, ton avis général sur la Elle a discipline? participé à des Open, hein, Et Johanna. elle a participé à des Open, donc est-ce que tu peux nous raconter ton expérience 3-3? Alors, mon expérience 3-3. Ma première expérience, c'était à Bordeaux, il y a 7-8 ans, avant que j'arrive à Nîmes. L'équipe de France féminine était venue faire un stage. Et ils cherchaient des joueuses pour défendre, faire du jeu contre elles. Et à l'époque, on était quelques joueuses à jouer un peu sur les quais, à faire du street en fait, à jouer avec les garçons. Et ils nous ont demandé, on a formé une équipe un peu comme ça, au pied levé. Et c'est comme ça en fait que j'ai connu. Donc on s'entraînait avec elles, elles ont fait, on ne faisait que défendre, mais c'était sympa. Et c'est parti en fait de là. Et après moi j'ai souvent joué en street, enfin j'aimais bien déjà de base. Et après on a fait un tournoi qualificatif à Bordeaux 2016 et c'était l'Open d'Orléans, je crois. Et on s'est qualifié, on a fait l'Open avec, sur les 4, on était 3 à avoir fait cet entraînement contre l'équipe de France.
On s'est régalé, c'est incroyable. C'est une expérience top parce que tu côtoies des joueurs et des joueuses qui jouent des joueurs de Pro B, des joueurs de N1, des joueuses voilà, que tu admires. C'est assez sympa. Et super organisation, tu fais un tournoi toute la journée et puis tu fais un peu la fiesta le soir, donc c'est super sympa. Et c'est vraiment chouette comme expérience. Et j'ai fait l'Open de Toulouse parce que c'est ma ville et que ça me tenait vraiment à cœur. Donc on s'est qualifié la veille. Tu as un tournoi de la dernière chance pour te qualifier. On s'est qualifié la veille, c'était 2018. Et voilà. Et donc mon expérience, elle est petite. J'ai fait 2 Open. Mais voilà, c'est une discipline à part entière. Les règles sont différentes. Le jeu est différent, c'est très intense. On peut se dire qu'en demi-terrain, ça l'est pas, mais en fait, c'est pas du tout. C'est vraiment super intense. Et les Open, c'est vrai. Même les tournois qualificatifs, c'est super chouette. Tu te retrouves avec des gens un peu de tous horizons. Même l'équipe de France, les garçons, ils jouent pas tous en pro. Tu as de la N1, de la Pro B. Je trouve ça, c'est cool. Et Camille, tu as déjà goûté, entre guillemets, au 3-3 ? C'est quelque chose auquel tu as déjà participé ou pas du tout ? Non, jamais. J'adore regarder. J'adore regarder parce que, surtout, ça m'intéresse beaucoup parce que par rapport à la contrainte de temps, en fait. Voilà, il faut produire du jeu, il faut déclencher un tir en un temps un peu plus réduit que sur le 5-5. Et c'est surtout pour ça que ça m'intéresse vraiment. Après, non, j'ai jamais participé à un tournoi. Quand on est professionnel de 5-5, c'est compliqué. Voilà. Et maintenant, je vieillis un petit peu et je sais que sur le 3-3, il faut être physiquement très affûté et tout. Donc voilà, peut-être. Tu devrais essayer. J'ai fait quelques entraînements forcément, même nous, sur le 5-5, des fois on s'amuse à avoir des séquences avec des règles du 3-3. C'est vachement intéressant du coup, mais jamais participé à un tournoi officiel. Ok. Avant de donner la parole à Anto. Anto, parce que l'émission Monde Détail Basket, c'est une émission interactive. Et Jean-Pierre Bruyère, président de la Ligue qui nous suit, m'a envoyé un petit SMS en me disant Dougnan nous a dit tout à l'heure il y avait une erreur de la Ligue sur l'inscription de Martigues sur la Coupe de Provence. Ouais, on a omis de ça. Donc Jean-Pierre a rectifié. En fait, a omis de c'est le club c'est l'erreur de Martigues qui a omis de s'inscrire. En direct. Voilà. Donc rendons à César ce qu'il y a à Jean-Pierre Bruyère. Mon petit Jean-Pierre, le message est passé. Anthony, c'est à toi. Sur le 3-3. Est-ce que déjà tu peux nous parler un peu des règles ? Les filles évoquaient ces contraintes qui sont différentes avec le 5-5. Est-ce que rapidement tu peux… Oui, rapidement pour résumer, il y a 3-4 règles vraiment, qui est vraiment spécifique au 3-3. Donc c'est la règle, comme l'a dit Camille, des 12 secondes. On a 12 secondes pour tenter une action de tir. Okay. Au 5-5, c'est 24. Ça se joue sur demi-terrain. Et ensuite, ces balles, les statuts sont… Tu changes de statut en attaque défense d'un claquement de doigts, quoi. Et c'est vraiment ça qui donne l'essence à cette discipline. Il n'y a pas de temps d'arrêt. Le seul qui peut arrêter le temps, c'est l'arbitre s'il y a une faute, s'il y a une sortie. Mais les matchs sont courts, sont 10 minutes et c'est très très intense. Mais la règle des 12 secondes fait que ça donne vraiment ce petit goût intense à la discipline. Ouais. Panier marqué, c'est balle… Non, panier marqué. Dès que je marque le panier contre toi, tu passes en attaque et moi je passe en défense. Mais le jeu ne s'arrête pas. Voilà. Il n'y a pas ce laps. Il faut ressortir, non ? Il faut ressortir. Le ballon, c'est un ballon hybride, hein, c'est ça, c'est entre le 6 et le 7. C'est la taille 6 avec le point d'un taille 7. Ah voilà, c'est ça. Voilà. Et garçon-fille, c'est pareil. Garçon-fille, c'est pareil. Je savais pas. Les tirs à 3 points valent 2 points, les tirs à 2 points valent 1 point. Et tu disais 10 minutes, il n'y a pas un score aussi, il n'y a pas 21 21 points. 21 points ou 10 minutes. Si je gagne le match 21-0 en 2 minutes, le match il est terminé. Et voilà. Oh, donc c'est pour ça, c'est très très intense. Et t'as jamais joué ? Non, jamais essayé. Et... Lui en 21 c'est le ping-pong, mais bon, on peut dire, avec un taille 6 c'est un peu différent pour les raquettes. Non, c'est très très intense et vraiment la spécificité de la discipline, c'est vraiment ce shot clock à 12 secondes pour pouvoir tenter un tir qui fait qu'on doit prendre des décisions et analyser vraiment la situation rapidement. Ok. Bon, bah du coup, tu vas nous parler de ton rôle, de ta mission. Depuis quand tu fais ça ? Est-ce que tu as des objectifs, évidemment, et jusqu'à quand ? Et comment tu vois les JO qui se profilent là en 2020 ? Et est-ce que c'était une volonté d'occuper ce poste à la Fédé ?
C'est Alors, aussi une Bonne question. Alors, à Des l'origine, fois, ça donc, m'arrive. je suis chargé de développement pour la Fédération française de basket sur la zone Occitanie, PACA et Corse. Et en fait, c'est chargé de développement sur toute la politique fédérale FFBB 2024, mis en place par Jean-Pierre Suita, dans laquelle qui est englobé sur un projet, c'est le Club 3.0. Le Club 3.0, il y a le 5-5, il y a le vivre ensemble, tout ce qui est les pratiques non compétitives, et il y a le 3-3. La grosse actualité, c'est le 3-3. Donc on est un peu chargé de développement sur le 3-3, sur la première année de mise en place. Et donc on essaye de développer la discipline, donc en expliquant les règles. Ça va de l'explication des règles, comment on organise une compétition, comment on organise un tournoi, comment on fait rentrer le 3-3 dans les clubs, auprès des dirigeants, auprès des joueurs. Donc ça englobe vraiment tout le développement de la discipline. Et donc pour répondre à tes questions, donc c'était pas prévu que j'ai ces missions-là à la Fédération française de basket. Je venais d'arrêter ma carrière professionnelle à Hyères-Toulon. Je voulais plus continuer pour des raisons géographiques et je voulais rester chez moi et avec ma famille dans le sud. Et j'avais enclenché en parallèle de ma dernière saison la création de mon association French Riviera 3-3 qui s'occupait de développer le 3-3 sur le bassin toulonnais. Et donc on a organisé des tournois homologués par la Fédération française de basket, donc ça m'a permis de connaître des personnes. Et il y a une fiche de poste qui est sortie, et donc on m'a appelé pour me présenter, et donc je me suis présenté. Et ensuite derrière, ça s'est fait un peu naturellement. C'était un tout nouveau monde pour moi, puisque j'avais connu que vraiment le côté sportif, l'aspect professionnel. Et là je rentrais vraiment dans un contexte un peu... c'est entreprise, quoi, fait de réunions, etc. Oui, la Fédé, ton employeur. Voilà, oui. Okay. Donc voilà, donc ça s'est fait comme ça. Et donc voilà, j'ai pas d'objectif précis par rapport à mon poste à la fédération. Et tant que la discipline est à développer, je la développerai. Et il y a après derrière, il y a d'autres aspects des nouvelles pratiques à développer, notamment vivre ensemble, qui est le basket santé ou le basket entreprise, tout ça, qui va être à l'actualité pour les prochaines années. Une dimension importante à prendre. Oui. Ouais. Du coup, la French Riviera existe toujours? Oui, ça existe toujours. On a fait un tournoi hier, pas plus tard que hier à Antibes, chez les Sharks. Ouais. Et donc oui, ça existe encore. On fait des tournois homologués FFBB qui sont qualificatifs sur les Open Plus, sur le circuit Open Plus de la Fédération française de basket. Les Open, c'est ce que nous parlait tout à l'heure Johanna. Ouais. C'est en fait, la Fédération française de basket a mis en place 2 offres de compétition. L'offre Super League, qui est composée de plusieurs Open, les Open Start, qui sont qualificatifs sur les Open Plus. Et le circuit Open Plus, c'est un circuit de 18 tournois partout en France qui est qualificatif sur l'Open de France. Et de là, on peut accéder aux Et ensuite, Europes. si on gagne l'Open de France, ensuite on est sur le World Tour, donc c'est sur le circuit professionnel FIBA 3-3, auquel on a déjà participé avec mes amis. J'ai vu la salle couverte. Voilà, avec vraiment, c'est des événements vraiment qui ont une saveur particulière puisqu'on est en plein centre-ville. On est dans des endroits magnifiques. J'ai vu sur Monaco votre installation en hauteur, vue mer. Ouais, voilà. C'est le charme de notre association puisqu'on essaye de développer ça sur le 06 et sur le 83. Et il y a des endroits magnifiques où on peut placer le terrain, dont Monaco, où on a fait quelque chose avec l'AS Monaco Basket, avec la ville de Monaco et aussi l'association, et la fédération, et la Ligue PACA, et tous les acteurs, toutes les structures décentralisées du basket. Et donc on a eu la chance de pouvoir mettre ce terrain-là, cet endroit-là, et on a eu beaucoup de succès pendant un mois. Bon, bravo parce que... Et toi, tu joues Anto, tu joues au 3-3? Oui, je joue au 3-3, oui. Ouais. Oui, je joue au 3-3. On disait tout à l'heure, Anto est sélectionné. Mais tu joues dans l'équipe de France? Ça fait 3 ans que je fais partie du groupe France élargi, où j'ai participé à des championnats d'Europe. Et donc là, ils ont annoncé les 12 présélectionnés pour faire le TQO en Inde. Ouais. Et je fais partie des 12 sélectionnés. On a un stage à l'INSEP du 18 au 23 février. C'est super. Même avec l'âge, finalement, il vieillit bien, quoi. Ouais, mais à mon avis, il doit avoir le rôle du shooter. Hein. Je sais pas comment là, la petite remarque, non, pas trop. Je vais entendre parler de cette remarque, mais non, pas trop. Mais non, oui, je suis encore sélectionné et je suis encore actif sur le réseau de compétition fédéral. Alors, justement, moi, l'image du 3-3, j'ai entendu que ça marchait un peu comme le classement ATP, il y a un classement mondial. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Parce que... Le 3-3, c'est un contexte avec lequel il faut se familiariser de plus en plus. Donc, il y a un aspect individuel dans les compétitions, c'est-à-dire qu'on va faire un tournoi 3-3, on va gagner des points individuellement.
par rapport à notre résultat collectif, mais aussi par rapport à nos performances À individuelles. tous les niveaux, ça? À tous les niveaux. D'accord. Par rapport Ouais, les points marqués, les points marqués, interceptions, les points marqués. Sur le niveau le plus bas, on va être juste ranké par rapport aux points marqués, aussi par rapport au classement définitif du tournoi. D'accord. Plus on fait des tournois de haut niveau, avec des joueurs présents qui ont beaucoup de points, plus le tournoi va être ranké, plus on va gagner de points. D'accord. Donc on peut très bien se retrouver avec un tournoi comme on a eu hier à Antibes, où il y avait deux joueurs qui faisaient partie du top 100 mondial de Suisse qui sont venus. Donc le tournoi va être vraiment bien ranké. Et en fonction de tes performances individuelles sur ce tournoi-là, tu gagnes plus ou moins de points. Et nous, les joueurs français, on est comment dans ce classement On est bien, on est très bien, non? En filles, le classement des fédérations et les équipes nationales, l'équipe nationale féminine est très très bien, puisqu'elle gagne le championnat d'Europe, elle a gagné les Women's Series, qui est une sorte de Coupe du Monde féminine, 3-3. Elles ont justement, les filles ont aussi eu la médaille de bronze à la Coupe du Monde à Amsterdam. Mais malheureusement, le ranking des fédérations est basé sur l'activité des 100 meilleures joueuses françaises du territoire. Donc il y a les 15 joueuses françaises qui ont vraiment beaucoup de points au niveau mondial, mais de la 16e à la 100e, malheureusement, il y a très peu d'activité féminine sur le territoire. Donc ça ne nous a pas permis d'avoir un bon classement des fédérations. Et donc ça a obligé les filles, malgré leur super performance l'été dernier, à devoir passer par le TQO pour se qualifier à Tokyo. Et c'est bien que tu sois là, parce que je vais faire un peu l'avocat du diable. Est-ce que le 3-3, ça fait peur aux gens qui s'occupent du 5-5? Tu sais que c'est difficile pour les clubs d'avoir des créneaux, c'est difficile d'avoir des entraîneurs. Est-ce que cette nouvelle activité effraie certains présidents, effraie certains clubs, ou est-ce que tu penses que c'est complémentaire? Moi, je trouve que de plus en plus les jeunes générations sont tournées vers la NBA et font ce qui brille au détriment de ce qui brille un peu moins. Et je me dis, est-ce que le 3-3, ça ne va pas renforcer un peu cet individualisme? C'est une question, attention, ce n'est pas un avis tranché. Mais je pense que certains se la posent, donc je te la pose. Sur tous les territoires que j'ai pu voir depuis ma prise de fonction, c'est des arguments qui revenaient assez fréquemment, que le 5-5, il fallait opposer le 5-5 au 3-3, que ce n'était pas forcément compatible, qu'il y a un manque de créneaux. Vraiment, c'est quelque chose de criant quand je vais sur les différentes zones. C'est la réalité des clubs, ouais. Et donc, par rapport à ça, je pense qu'il y a aussi cet effet inconnu. On a tout le temps un peu peur de l'inconnu, on ne sait pas comment mettre en place une nouvelle pratique, on voit ça comme une nouvelle pratique. Or, ça reste du basket, c'est une discipline à part entière, mais ça reste du basket. Les fondamentaux qu'on va demander pour un joueur de 5-5 vont être les mêmes que ce qu'on va demander sur un joueur de 3-3. Ça reste du basket, il faut dribbler, il faut passer. Ensuite, derrière, ça peut permettre aussi à certains territoires qui sont en manque de licenciés pour pouvoir participer à des compétitions 5-5 au niveau départemental, de dire on n'a pas assez de joueurs dans notre équipe senior ou dans notre équipe U15 pour pouvoir faire du 5-5, donc on va les inscrire sur un championnat 3-3. D'ailleurs, cette année, dans le prix de la licence 5-5, tu peux jouer 3-3. Un joueur de 5-5 égale un joueur de 3-3. Mais l'an dernier, il fallait rajouter une modique somme. Oui. Une modique somme pour pouvoir être un joueur 3-3. Il fallait rajouter 3 €. Ouais. Et donc c'est bien ça déjà, je trouve. Voilà. Oui, et cette année, donc un joueur 5-5 équivaut à un joueur de 3-3. C'est ça. Il n'y a rien à rajouter, mais la licence a pris 3 € quoi. C'est ça. Il va pas répondre, non, ça rien. Toi, Dougnan, tu as une expérience sur le 3-3. Est-ce que c'est quelque chose quel est ton point de vue justement par rapport à cette nouvelle activité? Moi, je suis très très heureux que ça revienne sur le devant de la scène, parce que moi j'ai grandi, ma génération on a grandi avec le Nike Red Outdoor. Ah oui. Voilà, donc j'ai mon frère. Streetball aussi, il y avait les tournois streetball. Hein. Moi, avec Moustapha Sonko, ils ont gagné le 3-3 à Bercy. D'accord, ils ont été opposés à Scottie Pippen, Charles Barkley. Donc, moi, je viens de la street. Donc, on faisait que ça sur Paris. Et je pense que ces dernières années, ça s'est perdu un peu. Que là, ça fait 3 ou 4 ans là, que je suis un peu là. Et ça redevient sur le devant de la scène. Et c'est génial, quoi. Sur Martigues, tu as des jeunes qui participent à des tournois où vous organisez. Comment ça se passe? Gros problème de créneau. Parce qu'entre toutes les équipes de jeunes qu'on a, les équipes seniors et les problèmes de salle, on n'arrive pas à caser. Nous, on n'a pas de créneau 3-3. Moi, je te parle de l'USAP parce que voilà, c'est la maison. Mais par contre, on a des garçons en seniors qui sont inscrits sur des tournois de l'équipe 5-5. Donc, ça ne nécessite pas forcément un créneau particulier.
Mais comme l'a dit Anto, ils peuvent participer à des tournois. Donc je sais que ça se fait chez nous. Il y a des garçons qui jouent en R2, qui font régulièrement les tournois, les Open départementaux. Là, j'ai plus suivi. Ça s'appelle comment au niveau départemental? Il y a le championnat, la fédération a mis en place donc la Super League, ce que j'ai expliqué avec les Open Start, les Open Plus, qui sont accessibles sur l'Open de France. Et ils ont aussi mis en place les championnats départementaux de 3-3. Donc chaque territoire a son propre championnat. Et dans le Vaucluse, justement, c'est assez actif. C'est assez actif au niveau du championnat. Donc là, c'est des équipes de clubs qui s'inscrivent auprès du comité et qui se rejoignent pendant 4 ou 5 journées. Et est-ce qu'à terme, on peut avoir des sélections 3-3 comme il y a un peu des TIC, des TIL sur les jeunes? Est-ce que ça, je pense qu'à terme, c'est quelque chose qui est en réflexion, à la fédération sur le pôle haut niveau. Et je pense qu'il n'y a pas de... Je pense que ça, on va y venir, quoi. Donc, tous les intervenants autour de la table, vous pensez que le 3-3 c'est compatible avec le 5-5? Ça peut amener des choses à nos joueurs qu'on a? Oui. Tout le monde est unanime là-dessus. Oui. Moi, je pense qu'en plus, c'est vrai que dans notre formation, nous qu'on a eue, dans les structures fédérales, etc., sur le 5-5, on est concentré sur les fondamentaux du tir, de la passe, le collectif. Le 3-3, tu rentres direct dans le 1 contre 1, quoi. Et je pense que quand on voit aussi nos équipes de France, on est beaucoup réputé, la France, pour avoir toujours la meilleure défense, ses valeurs aussi de dureté, mais qu'au niveau, on a un petit problème quand même au niveau de l'attaque, du secteur offensif. Et je pense que du coup, cette discipline, ça va aussi à un moment donné donner d'autres billes aux joueurs qui sont aussi en train d'évoluer, de travailler beaucoup sur leur agressivité offensive. Moi, j'aurais aimé, par exemple, développer un peu cette facette aussi à mon niveau, aussi, parce que quand je vois les joueurs du 3-3, quand ils rebasculent sur le 5-5, moi, mon ancienne coéquipière de Basketland, là, Minia Touré, qui est en équipe de France féminine, c'est vrai que quand elle revenait d'un stage ou d'une compétition internationale, voilà, quoi, sur les entraînements, on lui donnait le ballon et puis c'est elle qui gérait les dernières possessions, quoi. C'était facile pour elle, à un moment donné, de jouer ces 1 contre 1. Même si elle avait moins d'espace que sur le 3-3, pour elle, c'était... C'est ça, c'est ce que j'allais dire, forcément. Elle était beaucoup plus à l'aise et c'est vrai que ça, on le voit là, que notamment Anna aussi, les joueuses du 3-3, quand elles basculent sur le 5-5, elles sont beaucoup plus... elles sont moins stéréotypées en fait. Plus à l'aise, ouais. Elles sont plus dans l'agressivité. C'est ce que j'allais dire. Et aussi en défense, bon, des fois l'excès, parce que ça autorise aussi un peu plus de fautes, c'est ça, que sur le 5-5. Ça joue un peu plus physique. Donc là, elles ont un petit problème aussi de fautes à gérer, je pense. C'est plus permissif. Ça découpe. Ouais, alors justement, dérivé du handball des fois. Moi qui suis un peu sur le 3-3 dans le niveau département, l'arbitrage, ça se passe comment? C'est de l'auto-arbitrage, c'est comment? Au niveau du championnat, des championnats départementaux, donc chaque territoire a son propre fonctionnement en ce qui concerne l'arbitrage. Dans le Vaucluse, je crois que c'est l'auto-arbitrage. Il me semble. Donc le joueur qui ne joue pas arbitre ou est médiateur en cas de problème sur le terrain. Mais il y a des, donc on va prendre le mien, mon territoire, donc le 06, où là le comité met en place des arbitres qui ont suivi la formation e-learning sur le e-learning de la FFBB et ensuite mettre en pratique ce qu'ils ont appris sur le terrain. Et bien sûr, il y a des dates qui sont bloquées où il n'y a pas de compétition 5-5 pour que les garçons, enfin les licenciés, puissent jouer le 3-3. Oui. Et qu'il y ait aussi des arbitres. Parce que je sais que les arbitres, c'est pas évident et que la Ligue est en pénurie, il me semble. Oui. Donc voilà, il y a des dates qui sont bloquées où il n'y a pas de 5-5, pour justement permettre aux licenciés de ne pas devoir faire un choix entre le 5-5 et le 3-3. Et sur les JO de 2020, puisqu'on en parlait, puisque la discipline est passée olympique et ça sera les premiers, tu me diras si je me trompe, en 2020. Oui. Est-ce qu'il y a une ambition de médaille? Les filles, je pense qu'elles sont… On va après derrière, donc là c'est au sélectionneur d'en parler, c'est à M. Richard Billan et Karim Souchu sur les objectifs, mais je pense que leurs objectifs sont d'abord basés sur le TQO. Donc d'abord se qualifier et ensuite derrière se poser et voir ce qu'on peut viser. Chez les garçons ou chez les filles. Tu parles du TQO, on en profite pour rebondir sur l'actualité avec la qualification de l'équipe de France féminine ce week-end à Bourges, qui a vraiment des résultats de haute volée, notamment sa première victoire contre l'Australie, qui est quand même une nation référencée top niveau mondial. Donc c'est quand même plutôt des bonnes nouvelles pour le basket féminin. Le basket féminin qui rapporte énormément de médailles au niveau européen. Et donc c'est aussi à saluer parce que c'est important qu'on parle un peu plus du basket féminin. Oui, carrément. C'est bon les filles, j'ai été bon ou pas merci. Pour répondre juste par rapport au manque de créneaux, dans les clubs 5-5, la fédération déploie un plan infra
qui permet au club, ou aux villes de réhabiliter les terrains un peu délaissés. Donc occupés sur les quartiers prioritaires de la ville ou alors sur les zones, sur les ZRR. Et donc la Fédération française a mis en place un accord cadre avec l'ancien CNDS pour pouvoir bénéficier de réduction, entre guillemets, d'une aide financière pour pouvoir réhabiliter ces terrains-là. Mais je pense que ça peut être un partenariat qui peut être intéressant parce que forcément les gymnases, c'est tellement la guerre entre les clubs que prendre un créneau pour faire du 3-3, enfin, je me mets à la place des maires qui gèrent les gymnases, ça me paraît compliqué. Par contre, oui, développer et restaurer les terrains pour amener les jeunes des quartiers qui jouent au basket que plutôt à faire des conneries. Hein. Je pense que ça, c'est intéressant. Je pense qu'il y a des choses à... Doudion nous parlait de Mousse-Sonco, de son frère, tout ça sur la région parisienne. Et je pense qu'il y a vraiment des choses intéressantes pour les jeunes et qu'il y a des futurs talents à dénicher surtout de ce côté-là. Yes. Mais il n'y a pas à choisir, enfin, pour moi, après, il n'y a pas à choisir pour les entraîneurs ou les dirigeants en disant ah ben j'ai pas de créneau donc je ne mets pas en place du 3-3. Bien sûr. On a des créneaux 5-5, pourquoi pas y intégrer le 3-3 pour voir comment mes licenciés vont réagir à ça. Moi je prends tout le temps l'exemple, je le disais lors de la formation qu'on a fait avec les joueurs d'intérêt général dans le 06, enfin sur la Ligue PACA. Il y a un gamin de 13 ans avec qui on a fait découvrir le 3-3 et je lui ai demandé si ça lui plaisait. Il dit oui ça m'a plu, pourquoi ? Parce que j'ai plus le ballon qu'en 5-5. C'est mathématique. Il y a un ballon pour 3 quand on est en 3-3, il y a un ballon pour 5 quand on est en 5-5. C'est quelque chose de... Avec qui tu joues en 5-5, des fois, c'est un ballon pour un. C'est ça. Après derrière, donc, et souvent chez les gamins, on a souvent ce phénomène de grappe, que tous les joueurs vont vers le ballon. Clair, là sur le 3-3, on a beaucoup plus d'espace, oui, c'est beaucoup plus facile de s'exprimer. Sur du 3-3, il n'est pas question de enlever des créneaux 5-5 pour mettre du 3-3. Il est plus question d'intégrer le 3-3 avec le 5-5 pour voir comment les licenciés réagissent. Eh bien, je pense que tu nous as fait la démonstration. On était certain que le 3-3 et le 5-5, c'était deux activités qui étaient fortement compatibles. Donc, nous ne manquerons pas, nous, au club, de le mettre en application et on pense que ceux qui nous ont suivis en feront de même. On va passer au thème numéro 2 assez rapidement parce que Mathieu est en train de faire des bons et on a peur qu'il se claque. Désolé. La reconversion pro, donc Anto, toi on a compris que tu voulais à tout prix rester dans le milieu du basket, ou c'est le fait que tu répondes à cette fiche de poste? Non, moi le basket c'est ma passion, c'était ma passion, c'était mon travail et ça restera ma passion et mon travail. Je veux rester à tout prix dans le basket. J'ai passé mes diplômes d'entraîneur en même temps que ma carrière professionnelle. Aujourd'hui, j'avais plus prévu d'être sur le milieu tactique, mais bon, le fait que je sois un peu donc tu as ton diplôme pour coacher à haut niveau? Oui. Tu as suivi la formation par la Fédé Voilà, ouais. Voilà. Je peux être assistant sur de la JP Elite ou sur de la Pro B. Le maximum que je peux faire, c'est ça. Et donc voilà, j'avais plus prévu ce genre de carrière, d'après-carrière là. D'accord. Mais après, j'ai des obligations géographiques qui me permettent ce qui me limite un peu le champ d'action sur ce terrain-là. Donc voilà, donc être chargé de développement au sein de la fédération, ça me permet de garder un pied dans le basket, de connaître un autre aspect du basket puisque je connaissais pas du tout la réglementation, comment marchaient les structures décentralisées, les comités, les ligues. Et j'ai rencontré des personnes formidables sur tous les territoires qui m'ont un peu accompagné dans ce genre de choses sur les licences. Je ne savais pas comment marchaient les licences. Avant moi, on payait ma licence, je jouais, voilà. Donc je ne savais pas trop comment ça marchait. Eh oui, comme nous. Et donc voilà, donc je remercie encore Monsieur Bruyère, Arnaud Petit-Boulanger, aussi Brigitte Desdois de l'Occitanie, Luciani de Corse. J'ai rencontré des personnes formidables qui m'ont permis un peu de mettre le pied à l'étrier sur ce milieu fédéral qui était un peu inconnu pour moi. Et donc du coup, est-ce que tu as le temps de coacher? Parce que tu n'as pas le temps. Non. Est-ce que tu aimerais le faire? Oui. Ah, est-ce que Loïc m'a dit, est-ce que tu nous dis? Et je pense que oui. Oui. À un moment donné, ça va te rattraper. Hein. Ça va me rattraper et voilà. Pour l'instant, je joue. Ça me permet de compenser un peu le manque de terrain que j'ai quand je travaille pour la fédération. Mais moi, je suis un basketteur surtout. Donc moi, je veux rester sur les terrains jusqu'à la fin. Et toi, Camille, alors, ton arrivée, ton retour au Cavigal, c'était surtout pour préparer aussi ton après-carrière professionnelle, si on a bien suivi. Ouais, c'est ça. Moi aussi, je me suis toujours. Je suis férue de sport, ça, c'est sûr, je peux pas le nier. J'ai fait une licence puis un master aussi dans le sport en général. Et j'ai passé du coup en parallèle aussi de ma carrière les diplômes d'entraîneur, donc je ne suis pas allée jusqu'au DES, je me suis arrêtée au BE1 du coup, au DE. Mais voilà, j'ai l'intention à court terme de passer le DES qui me permettra aussi
de pouvoir entraîner à tous les niveaux. Maintenant, voilà, je démarre juste ma carrière d'entraîneur, donc je suis en pleine formation. Je n'ai pas l'intention de brûler les étapes non plus. Et voilà, c'est une belle expérience cette année. Maintenant, c'est assez compliqué d'avoir ce double projet, puisque quand on est habitué à manger, dormir, s'entraîner comme ça tous les jours, toutes les semaines, et que du coup là on doit assumer un second rôle. C'est pas évident. Cette année, c'est vrai que j'arrive tout le temps aux entraînements fatiguée. J'ai pas l'habitude de gérer tout ça, mais j'essaie de donner le meilleur dans un projet comme dans l'autre. Et justement, c'est intéressant que Anthony et toi nous parliez de votre conversion, de l'investissement que vous mettez. Moi, pour avoir côtoyé un peu des niveaux en dessous des vôtres, où on arrivait de jouer avec des partenaires et même de coacher des jeunes qui sortaient de centres de formation et qui n'avaient pas eu votre carrière. Et on a du mal à trouver des garçons qui soient responsables. Moi, j'étais interloqué, on récupérait des garçons qui avaient une vingtaine d'années, qui n'avaient pas le permis de conduire, qui étaient complètement largués, puisqu'ils étaient dans un monde d'assistanat. Et moi, mon interrogation par rapport à ça, c'était, mais une fois qu'ils vont s'arrêter de toucher les 2-3 sous qu'ils ont joué au basket, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Qu'est-ce qu'ils vont faire de leur vie? Parce que la réalité de la vie, c'est pas jouer à la PlayStation jusqu'à 5-6 heures du matin, dormir jusqu'à 3 heures de l'après-midi, prendre son sac, aller s'entraîner. Et là-dessus, j'ai une vraie interrogation. Et donc, c'est important d'avoir un peu des retours d'anciens joueurs pro ou joueuses pro comme vous qui savent se prendre en main et qui ont un but et qui ont une motivation. Alors, est-ce que l'expérience, l'impression que j'ai sur certains joueurs, est-ce que c'est le fait de mon parcours perso? Est-ce que vous avez aussi, quelle est votre impression par rapport à ça, aux gens que vous avez fréquentés dans le milieu pro et est-ce qu'il y a vraiment une prise en charge où l'assistanat peut vraiment être dangereux? Anto? Après, tout dépend du centre de formation. Après, il y a des centres de formation à mon époque, quand j'étais dans un centre de formation, il devait y avoir un centre de formation parce que leur équipe était en pro, mais il n'y avait pas de structure derrière pour les joueurs, quoi. Et donc voilà, tout dépend du centre de formation. C'est bien sûr, c'est pour aider le joueur à évoluer en tant que joueur, mais aussi en tant qu'être humain. En tant qu'être humain, bien sûr, tu l'as dit comme exemple, c'est de les sensibiliser sur l'école, mais aussi sur tout ce qu'il y a à côté de l'école. Donc le permis de conduire, c'est quelque chose de basique, à mon avis, de basique quand on rentre, voilà. Et donc ouais, mais après moi, j'ai pas eu l'expérience de joueur vraiment qui était vraiment dans cette situation-là. Je pense j'ai fait quand même pas mal de clubs et j'ai tout le temps vu des jeunes qui savaient ce qu'ils voulaient faire en termes de basket, mais qui savaient aussi, quel que soit le milieu social de quel ils provenaient, qui savaient aussi se prendre en main et aussi oser demander des conseils aux gens qui s'occupaient des centres de formation, mais aussi aux joueurs pour les orienter justement pour franchir ces étapes de la vie qui sont indispensables au cas où le basket ne marche pas. Non, mais c'est bien que tu nous fasses ce retour parce que c'est important, mais pour arriver à très haut niveau, je pense qu'il faut être bon au basket, mais il faut avoir un plus et ce plus, certainement qu'on le retrouve. Moi, je te parlais surtout des jeunes qui gravitaient un peu, qui ont récupéré en National 2, National 3, qui avaient cette idée de devoir devenir joueur professionnel, qu'il n'était pas devenu. Mais moi, j'avais vraiment un vrai souci avec l'origine de vie et se projeter et demain ce qu'ils allaient faire. Camille, toi, c'est la même sensation qu'Anto là-dessus par rapport à ça? Moi, c'est vrai que j'ai eu la chance d'être sensibilisée assez jeune à l'après-carrière. J'ai eu le malheur, mais peut-être du coup le bonheur d'avoir suivi une opération du genou à l'âge de 15 ans. Donc, ce qui m'a permis d'être déjà au Pôle Espoir, au Pôle France, en équipe de France, mais à 15 ans de me faire opérer. Donc c'est vrai que là, de suite, ça nous redescend un peu sur terre. Donc à ce moment-là, on est obligé un peu d'utiliser justement ces obstacles comme tremplin pour l'après. Mais là, moi aussi, c'est vrai que j'ai eu quand même assez de déception parce que quand on est professionnel à l'âge de 18 ans et qu'on veut continuer les études, c'est pas facile, quoi. On a beau être motivé, on n'a pas les accès dans toutes les universités. Moi, j'ai fait STAPS parce que je pense comme c'est la voie la plus accessible pour les sportifs professionnels. Ouais. Je sais que quand il y en a qui veulent préparer les concours,
bah, c'est impossible, quoi. Donc, alors, c'est compliqué. Tu vois, moi j'ai le contre-exemple, mais il n'y en a pas beaucoup. C'est un peu mieux depuis quelques années, mais… Un très bon ami à moi qui a joué en Pro A, qui s'appelle Xavier Boivin, pour ne pas le citer, et je lui fais une bise à Xav, qui a joué en Pro A et qui est ingénieur. Donc je peux te dire que lui, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est compliqué. Mais c'est possible. Mais c'est un peu mieux parce que là, je vois, il y a quand même des filières qui se développent pour les sportifs de haut niveau. On a vu Sciences Po, ils proposent vraiment. Mais il faut avoir vraiment des sélections en équipe de France senior. Il faut avoir ce statut-là aussi de sportif de haut niveau pour pouvoir accéder à ces filières. Je sais que de nombreuses écoles de commerce… il faut des dispenses d'assiduité, il faut des régimes particuliers. Alors lui avait bénéficié de… Voilà, il était à l'INSA, il les faisait sur 3 ans à la place de le faire en 2 ans. Voilà, parce celle qui veut finir infirmière, elle veut être infirmière, elle ne veut pas être prof de PS. Voilà. Et pour celles qui ont des professions comme ça, c'est compliqué, quoi. Donc ça décourage beaucoup de sportifs. Et je trouve ça dommage. Maintenant, je dis, c'est en train de se développer. Je sais que moi, je me suis renseignée. Il y a plusieurs écoles qui proposent comme ça des programmes à distance pour les sportifs. Mais encore une fois, c'est pas assez. Ça ne touche pas toutes les formations. Ouais, tu ne peux pas faire ce que tu veux, quoi. Tu es contraint de choisir entre… personnellement, c'est vrai, j'ai fait un peu des études un peu par défaut, quoi. J'aime pas utiliser ce terme, mais c'est la réalité, quoi. Donc c'était à un moment donné la seule formation qui me permettait de continuer. Et c'est vrai que quand tu continues, tu n'es jamais à 100% dans ta carrière de basketteuse professionnelle et jamais à 100% dans ta carrière d'étudiante. Mais voilà, c'est un choix, après c'est un choix de vie. Et au moins j'ai assuré mes arrières à ce niveau-là. Et à 30 ans au moins, on ne se dit pas, il faut tout reprendre de zéro, quoi. Bientôt 31. Oui, comme toi. Et toi, Johanna, alors tu as joué en NF1, hein, c'est ça Est-ce que tu travailles dans le milieu du basket? Pas du tout. Voilà. Moi, ça, c'est intéressant aussi. Alors, moi, comme on en discutait toutes les deux tout à l'heure, j'ai un parcours un peu atypique parce que j'ai jamais été en pôle espoir, j'ai jamais été en sélection, j'ai jamais été… voilà, juste sport-études à l'époque, parce que je viens d'un petit club et d'un petit village dans le sud-ouest et que, voilà, en principe, quand tu es en sélection sur Toulouse, c'était les gros clubs. C'était le TLB, le TMB, enfin bref. Et… c'est un peu mon parcours qui a fait que j'ai joué en espoir, la dernière année des espoirs féminins. Après, il n'y en avait plus, donc j'ai eu vachement de chance donc à Toulouse. Et c'est parti un peu de là. Mais j'ai jamais eu vraiment donc j'ai toujours fait des études. J'ai toujours réussi à allier mes études avec le basket. J'étais à la fac, j'ai eu mon bac. Mais pareil, j'ai fait STAPS. Je crois qu'en espoir à l'époque féminine à Toulouse, on a toutes fait STAPS après le bac, parce que par défaut, tu sais pas quoi faire d'autre et voilà. Et je pense qu'à l'inverse des garçons, nous les filles, en termes de carrière, alors peut-être que je me trompe parce que j'ai pas eu ta carrière, mais on sait qu'il faut qu'on fasse des études. On sait qu'on n'en vivra pas de la même façon. Donc tu sais de suite qu'il faut que tu bosses à l'école. C'est la maturité féminine, ça. Je sais. Ouais, et puis c'est pas tabou, mais même il y a 10 ans en arrière, jamais les filles en pro elles avaient les mêmes salaires que les garçons. Tu as raison. C'est bien connu. Donc tu savais qu'il fallait que tu bosses à l'école dès le début. Donc moi j'ai toujours allié mes études et le basket. Et quand je suis arrivée j'ai eu la chance, moi aussi je suis à mon compte. Et c'est ça qui a permis que je continue le basket. Parce que j'aurais été salariée avec des horaires normaux de bureau. Ma dernière année en N1 à Orthez, je l'aurais jamais faite en fait. Enfin voilà. Donc moi c'est grâce à mon boulot et voilà, où j'ai pu continuer jusqu'à… Moi, je vais faire 35 ans, donc ne te plains pas. Non, je me plains pas. Mais voilà, t'es encore jeune. Et voilà. Ouais. Bien. Est-ce que Dounian a peut-être quelque chose à rajouter? alors, On t'a pas entendu. Professionnellement, tu fais quoi, Dounian? Tu travailles avec la mairie de Martigues un peu, non? C'est ça? Non, j'ai travaillé à la mairie il y a quelques années. D'accord. Mais ça fait 15 ans que j'entraîne au club de Martigues. D'accord. Donc pour moi, c'est ça les une cheveux passion. blancs, alors, d'accord. Non, il n'y a pas de cheveux. Non, c'est une passion, c'est une passion. J'étais beaucoup sur les jeunes. D'accord. Et comme je t'ai dit, il y a 3 ans, je suis passé sur les seniors. Mais je garde toujours en parallèle une équipe de jeunes. Donc cette année, j'ai les U15 PACA. Donc j'adore transmettre. Voilà. C'est bien ça. Voilà.
Est-ce que tu as reconnu un peu quand je te parlais un peu des gars qui jouaient en National 2 et qui jouaient à la PlayStation mais Ah, qui j'en avaient ai pas trop- connu. Voilà, J'en ai connu. tu me rassures parce que j'entends après les hautes sphères, je me dis c'est bien, ils sont structurés professionnellement, mais voilà, tu es d'accord avec moi que Oui, j'en ai côtoyé pas mal. Ouais. Voilà, qui venaient, qui essayaient d'atteindre le niveau au-dessus, sans rien préparer. Et comme Camille l'a dit, on n'est pas à l'abri de la blessure, C'est on clair. a un gros pépin de santé. Et ces jeunes-là, ils sont dans leur monde, on va dire, quoi. Voilà. Ils ne voient pas demain, quoi. Donc c'est un peu compliqué, quoi. J'en ai côtoyé pas mal. Merci Dougnan. Vous avez vu, chers collègues footballeurs et rugbyman, que le basket, ça joue, ça a un cerveau. Voilà, on ne dit pas ça pour Yvan et pour sa mère qui est prof de géographie. Mais voilà, quand même, on te fait une bise, Yvan, hein, sur le front. Hein. Il ne fait pas la taille de Barthès, loin de là, c'est plutôt passe-partout. Mais on l'embrasse. On va passer au Monday Kobe, parce que comme on l'a dit en début d'émission, voilà, un petit hommage à Kobe. Donc, on a l'habitude de finir un peu l'émission sur un petit moment de détente, même si on ne vous a pas du tout trouvé crispé et fortement bien c'était détendu. très bien, hein, ouais, c'est très agréable. Donc, on a préparé quelques petites questions donc sur le Monday Kobe. Donc, Loïc, je te laisse lancer le quiz. Yes. Alors, bien évidemment, on va faire les filles Ah, on est ensemble. contre les garçons. Et il faut être super rapide. Je Ouais. tiens les comptes. Évidemment. Attention. Alors en plus, il y a l'apéro qui est en jeu. Les filles ont l'air d'apprécier l'apéro. On n'était pas arrivé qu'elles demandaient déjà où est-ce qu'on allait après. Donc attention, il y a l'apéro. C'est des formations du sud-ouest à Johanna. L'apéro, ça fait partie du. C'est clair. Hein. C'est le premier qui donne la réponse. Le Ah, premier oui. qui donne la réponse. Faut écouter quand même la fin de la question. Oui. La date et le lieu de naissance de Kobe, évidemment. Philadelphie, 78. 78. Alors, Philadelphie 78, un point chacun. hein. Un point chacun. Là, ce soir, on a du top niveau. hein, moi, je vous le dis. hein. Ça, c'est du lourd. hein. Il a révisé. C'est Les du smartphones, très, très c'est bon, lourd. ils sont rangés. Ouais. Deuxième question, je vais m'en Allez, occuper. Dans vas-y. quel club français son père, Joey Mulhouse, Bryant, Mulhouse, a-t-il joué Mulhouse. Mulhouse, un point pour les garçons. Les filles, on se rattrape. Vous avez l'année On va se concerter. On était nés depuis pas longtemps. 83, 84, je crois. 11. Oh la vache. 81. Ah non, 91-92. Le FC Mulhouse. Allez, on continue. 2-1 pour les garçons. Dans quelle université a-t-il Il joué? n'a pas joué à l'université. Non. Philadelphie. Il a sauté. C'est un monstre, Anto. Question piège en effet. Il a sauté. Et c'est vrai, il est passé directement du lycée de. Je te laisse parler américain, t'es meilleur que moi. Lower Merion High Voilà. School. Je Voilà. ne sais pas s'il a préparé son après-carrière, vu qu'il n'est pas allé à l'université. Ah, Ouais. À On va l'NBA. pas lui Et demander, en quelle malheureusement. année, ça c'est un plus, en quelle année il est passé en NBA 18, 98. 16 ans, il avait 10. Pas loin. 97. 96. 96. Dougnan, il n'y a Il pas a de 18 point, ans. mais bien vu Dougnan, 96. Il est bon en maths. Ouais. Quatrième question, Loïc, vas-y enchaîne. Allez, par quel club a-t-il été drafté en 87? Lakers. Charlotte. Charlotte. Ah oui, Charlotte, il a commencé à faire. Trade. Charlotte, Est-ce que- question piège Après encore. que Là, on a Lakers. du top Non, niveau. mais hein. Anto, il est chaud. Est-ce que T'as tu connais sa révisé position à la draft? 13e, je crois. Oh Trop fort. là là là. Moi, je On l'a rajoute, révisé. je rajoute un point de plus, mais si elle n'en a pas besoin. D'accord. Non, je n'ai pas révisé. Ça nous fait enchaîner avec la cinquième question. Accrochez-vous, les filles. Attention les filles, celle-là elle est pour vous. Avec quel joueur européen il est échangé pour se rendre aux Lakers? Vlade Divac. Bon alors moi, Anthony, ils vont lui donner les clés du camion. hein. On mettra un terrain de On va 33 à s'incliner. l'intérieur parce qu'autrement on peut pas. C'était quoi la question parce qu'on n'a pas compris en fait. Avec quel joueur européen il a été échangé? Il a été drafté par... Ah oui, Échangé, Charlotte. d'accord. Vlade Divac. Vous aviez compris quoi les filles? Rien. Moi aussi, j'ai compris jouer. J'ai compris jouer. Merci Doudian de ta solidarité. Ça va être mon accent lyonnais qui est un peu éloigné de celui du sud-ouest. Ça doit être ça. Voilà. Par contre au niveau de l'apéro on peut peut-être se retrouver. Question d'après Loïc. Allez, en quelle année a-t-il eu sa meilleure moyenne de points sur la saison? 2008. Non. Non. Ouais, vas-y, Attends, donc c'est attends, des attends, années les attends, filles. 2007, 2012. 2008. Non. 2005. C'est ça, 2005. 2005. 2005, combien de points en filles? 2005-2006. 35,4 points de moyenne. C'est pas sa température, hein, c'était sa moyenne de points. Rien hein. que C'est ça, quand même peut-être énorme. MVP, hein. je crois. Bon, la Énorme. 7 est facile, attention. Ah oui, Vas-y, Olive. la 7 c'est cadeau. Alors je vais articuler pour nos amis du sud-ouest son record de points sur 80. 81. 80 ou 81? 81. 80. Bien avant. Et Doudou, il est. C'est facile, ça. Doudou, Ouais. Doudou avec son joli C'était polo en 2006. Martégal là. Ouais. Deuxième meilleure performance de l'histoire C'est ça. Ouais. Derek Sur un match. Chamberlain. Pour être complet, le 22 janvier. contre Toronto. Oh là 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 là. C'est ça. C'est une bible. Oui, il est énorme. Une machine de guerre. Allez, La en quelle huitième. année ont-ils rapporté son premier titre NBA? 2008. 99-2000. Non, 2000. Face à qui? Ah, 2000. Indiana, non? Oh là là.
C'est ça? Un C'est chantier. ça, Un c'est ça. chantier. Je suis sûr qu'il vend, parce qu'il aime bien jouer au Il est pas quiz. aussi rapide. Il est largué complet. Largué complet. Mais bon. Prénom, là, Ouais. Ah, j'ai confondu avec le- Deuxième question. Son premier titre au JO, 2010. 2008 2008. et 2012. Ok, mais c'est vrai, le deuxième. Et c'était où en 2008? On va y aller. C'était où en 2008? 2008, c'est en Grèce, non? Non. Ah, Pékin. les filles. Chine. Pékin, les filles, je vous mets un point de plus. Oh! Non, mais là, Doudou, il n'y a pas match. C'est bon. Ah, là, il n'y a pas Allez, match. on va terminer. Là, c'est cadeau. Si vous avez bien écouté Bah, attends, Anto, tu joues pas sur celle-là Ok. parce que voilà. ouais, le Et tu début de diras l'émission, C'est bon, c'est bon. combien de titres NBA pour Monsieur Cinq. Kobe? 5. Ouais, Les années, on va demander à Anto alors. Donc, 4. Alors, la première, on l'a dit tout à l'heure. 2000, 2001, 2002. Ouais. Et après, Très derrière, 2007 et 2008. Non, Je sais c'est pas. 2009, 2010. Ouais, c'est ça. Le doublé. Bien joué. Avec Shaq. Bon, on va Bon, faire les les filles, comptes. préparez l'apéro, je crois. Parce que là, 1, pour 2, le coup- 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va pas vous dire pour qui, bien sûr. 9 à 3. Voilà. Félicitations, bravo. Anto, franchement, énorme. Hein. Une Bible. hein. Ah ouais, une Bible. On comprend maintenant pourquoi elle était embauchée par la Fédération française. Non, mais de si on m'avait posé des basketball. questions sur Laurent Serra, ça aurait été pareil. Je connais bien le basket. Ah, je c'est saurais- vrai. D'accord. Mais je suis sûr que de toi, Même un féminin. dauphin n'en fera pas un requin. Ouais, Féminin un peu moins, malheureusement. Ça, Féminin c'est un peu sûr. moins. C'est le moment pour nous de remercier Oui. les invités. Tout à fait. On a encore passé un moment super agréable avec des gens intéressants. Et ça, vraiment, c'est topissime. On vous rappelle de liker sur le De partager. Facebook. Ouais, partager Big Pomme TV, le Facebook. Voilà. On remercie la société Axo qui nous prête les locaux. Ouais. Big Pomme TV, Monsieur Mathieu Delranc et Vision audiovisuelle, excusez-nous pour la réalisation, Soli Events pour le décor, Ambition Web pour le site internet, Fox pour les lumières et les restaurants qui sont partenaires et qui nous accueillent à la fin de chaque émission et tout particulièrement ce soir Camille en Provence où nous allons nous y rendre dans quelques minutes. Je te coupe, j'en profite. J'ai un petit message en direct de la part de Monsieur Munzer Grégory. C'est ça, hein, je me trompe pas? Je l'ai bien dit? Voilà, qui passe le bonjour à Camille. Je t'embrasse, Grégoire. Voilà. Par contre, les messages Et il doit perso, m'appeler pour, non, il je doit plaisante. m'appeler pour le 3-3, normalement. Je plaisante. Donc on continue à remercier nos restaurants partenaires, le Jimi Hendrix, voilà, qui est une annexe de chez Karim depuis quelques mois, on le sait tous, le Bouche à Oreille, le Bistrot de Mathieu, le Mas Gourmand, la Grappe et bien évidemment le vin succulent, Domaine des Blaquières, de notre ami Clément Bernard. On boira un petit coup, Johanna, t'inquiète pas, et on le goûtera et je suis sûr que tu vas l'apprécier. L'étiquette. Ouais, grave. On vous redonne la date du prochain Monday Oui. Time Basket. Le 9 mars prochain. Voilà, on vous fait une bise, on vous souhaite une bonne soirée. Julien remis de son énième opération avec l'Asta Rachid la semaine prochaine, hein, voilà. Le duo de Ligue 1, bientôt de Ligue des Champions. Et le mois prochain, en début de mois, voilà, le poète Yvan Wolfredas, hein, l'ami des loups, et Karim qui va bientôt présenter son one-man show à la salle de l'Étoile. Bien sûr, tout ça, ça sera sur Big Pomme TV et relayé par Monsieur Mathieu Delranc. On vous fait une bise, on vous remercie encore À et on vous dit à bientôt. bientôt. Ciao. Ciao.